bien contente de vous rencontrer ce matin, surtout à la place de Philippe Dalle. Philippe, quand tu regarderas la vidéo, je te salue. Donc, effectivement, de toute façon, je pense que ce que Philippe vous aurait dit et ce dont je vais discuter avec vous aujourd'hui va plutôt bien ensemble. On est relativement sur la même longueur d'onde autour de ce travail-là. Alors, l'idée de la commande qui m'a été passée aujourd'hui, c'est de vous parler d'innovation. Pourquoi cette question-là? Parce qu'en fait, donc, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Sherbrooke et j'ai fait ma thèse de doctorat au départ sur les innovations pédagogiques et curriculaires, donc au niveau programme, avec une grande chance que j'ai qui est d'avoir une articulation réelle entre enseignement et recherche, puisque j'ai la chance d'enseigner la pédagogie à des profs d'université, des profs de grandes écoles, des doctorants, des vacataires, des conseillers ingénieurs pédagogiques, en fait, toute personne qui s'intéresse à la formation continue. Alors, cette question de l'innovation, elle est centrale et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec vous sur l'idée du moyen qu'est l'innovation pour trouver ou retrouver le plaisir d'enseigner et d'apprendre. Et pour moi, c'est une vraie question. D'abord, dedans, il y a un élément important, c'est que l'innovation, c'est un moyen. Et d'autre part, c'est une occasion aussi de retrouver du plaisir dans nos métiers qu'on exerce. Et ça, je pense qu'on est quand même à une période de transformation majeure. Alors, juste peut-être pour lancer ce moment d'échange, c'est quoi, vous, que vous attendez en venant aujourd'hui? Sophie disait tout à l'heure, c'est la première journée. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Des nouvelles idées. OK, des nouvelles idées, donc des choses pragmatiques et concrètes. OK. Des échanges. Des échanges. OK. Un retour d'expérience sur des essais qui ont été faits. Oui, des retours d'expérience sur des essais qui ont été faits. Ça veut dire aussi des choses qui marchent peut-être pas toujours comme on le voudrait. D'autres choses? Voir ce qui se passe un peu à l'échelle de l'IUT, parce qu'on est dans des départements différents. Oui, effectivement, hein, Sophie en a parlé de cette diversité, alors que vous êtes côte à côte, ou en tout cas de la même maison, puis qu'on ne se connaît pas forcément. C'est un assez grand classique, en fait. D'autres choses que vous attendez aujourd'hui? Des solutions face à certaines problématiques d'enseignement. Ah, les problématiques d'enseignement et leurs solutions. Ça, c'est tout un challenge. Parce qu'en fait, c'est difficile. Moi, ce que je vais faire, c'est surtout vous apporter des questions. Bon, ben, merci d'être venu. Si vous voulez, on va aller prendre un café, puis je vous les dirai juste à vous. Merci. Mais parce qu'en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui aussi, c'est vous donner l'occasion de mettre des mots sur des questions qu'on se pose. Et des questions, en fait, qui se posent à un niveau national à l'heure actuelle en France. Et je pense qu'en ce sens-là, ce que vous auriez vu de la présentation de Philippe pose un certain nombre de réflexions qui se passent dans un cadre actuel. Parce que, oui, on va parler d'innover, de transformer, mais on ne sait pas toujours, vous m'excuserez de rester au milieu, mais ça fait en sorte que vous voyez de chaque côté, donc ça fait un petit côté démonstration Tupperware, mais on va vivre avec. Déjà, on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle. On sent bien qu'on est à un moment charnière, mais de quoi est-ce qu'on parle réellement? Alors, c'est quand même la vraie question, à mon avis, centrale, qui est parfois source de frustration, de négation, de pas d'envie, mais finalement, innover, c'est quoi? C'est quoi pour vous, innover? OK? Quelque chose de nouveau, mais par rapport à quoi quand vous dites ça? Allez une coche plus loin pour moi. Une case, un chemin. Par rapport à votre propre pratique, d'accord. D'autres choses que ça évoque pour vous? Ou que au contraire de ce n'est pas ça, vous pouvez aussi y aller par la négative? Innover, c'est essayer. Essayer, d'accord. Créer. OK. Changer. Messieurs, vous remarquerez que les femmes dominent dans leur épouse. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Il manque d'innovation. Moi, je dis ça comme ça. C'est s'adapter aussi au public qui change. S'adapter au public qui change, OK? Avec deux gars qui ont la... Ça y est, il y en a un qui se dit, au moins, il nous a représentés fièrement par cette réponse. Se questionner sur comment on fait déjà actuellement et comment on pourrait peut-être faire mieux ou plus adapté aux attentes. OK. Voilà. L'idée du questionnement, d'accord. Ben, on va essayer en fait de structurer l'ensemble de ces idées pour voir ce dont on parle. Parce que moi, j'ai aucun problème, les gens qui me disent je suis contre,
Mais il faut savoir de quoi on parle quand on est contre ou pour quelque chose d'ailleurs. L'idée, c'est pas de vendre du tapis. Tu comprends que moi, à la fin de la journée, que vous ayez cru ou pas en mon message, même salaire à la fin du mois. Par ailleurs, c'est pas une logique de trucs et astuces. Ça s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de recherche qui est installée quand même depuis de nombreuses années de par le monde. Alors je sais que tout le monde me parle du cas français, mais pour beaucoup le fréquenter, le dit cas français depuis un petit temps, il n'est pas si exceptionnel que ça. Il y a un certain nombre effectivement de mesures qui sont spécifiques au contexte, mais qui ne font pas non plus, par principe, de vous des révolutionnaires contre tout. J'ai dit par principe. Alors, c'est très français ça, oui. Vous êtes toujours parmi de cette révolution, je le sens bien. Tout le monde m'en parle. Alors, dans la question de ce quoi, juste pour savoir de quoi on parle, il y a quand même l'idée que l'innovation, ça a été longtemps un concept, si on le regarde historiquement parlant, complètement décrié, notamment par l'Église, si on remonte au XIIIe siècle, qui considérait que l'idée de création, qui a été mentionnée tout à l'heure, appartient à Dieu. Donc il est absolument hors de question que l'homme porte cette innovation. Donc c'est un concept qui est complètement tombé en désuétude assez rapidement, pour au contraire, depuis les 20 dernières années, être devenu le concept à adorer. Non mais tu sais, on innove chez Uber, on innove chez Nike, on innove en enseignement, on innove chez mon concierge, tout le monde innove. Tu sais, c'est le 5.0 dans les chaussures que j'achète. C'est quand même exceptionnel. Tu te dis, incroyable, on est passé de rien à tout. Et on constate que ce qui est compliqué dans le concept d'innovation, finalement, c'est que c'est un concept qu'on considère de sens commun. C'est-à-dire, monsieur et madame, tout le monde peuvent utiliser le terme innovation. Tu sais, quand tu commences à parler de la théorie de la mécanique du fluide ou de nanotechnologie, ça se place un petit peu moins bien dans une conversation ordinaire. Innovation, c'est assez facile. Tout le monde a une idée de ce que c'est. Mais d'en faire un concept scientifique, c'est-à-dire qu'on est capable d'amener dans nos espaces d'établissements supérieurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et on sent bien qu'il y a là une transition qui est difficile. Et dans un certain nombre de discours qu'on entend et qui sont portés, il y a cette idée très forte de sens commun. Or, moi, l'idée que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est d'aller une coche un petit peu plus loin. Si on remonte à la manière dont le terme est utilisé, il vient du modèle socio-économique, et Schumpeter, que vous voyez ici, qui dit « l'innovation est une destruction créatrice », on est une période extrêmement compliquée. Une période d'après-guerre où Schumpeter notamment a fui, il faut reconstruire l'économie. Donc évidemment, dans cette idée de détruire, il y a quelque chose d'accepté dans l'innovation qu'on ne fera plus comme avant. Mais c'est dans cette acceptation qu'on est capable d'aller vers quelque chose d'autre. Et vous l'avez un peu mentionné, hein, créer, s'adapter, avoir de la nouveauté, se questionner. Ça veut dire remettre en doute ces espaces dans lesquels on habite, au sens large du terme. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout y est à mettre en question. Et c'est pas parce que ça va mal qu'on se pose des questions. Des fois, je rencontre des enseignants qui me disent « je vois pas pourquoi j'innoverais, ça va bien dans mon cours ». Ouais, enfin, le mec qui a inventé l'électricité, ça allait plutôt bien, la bougie. On est plutôt tous contents aujourd'hui, malgré tout, d'avoir l'électricité. Puis innover, pour moi, c'est cette idée de plaisir, rappelez-vous. Je reviens à mon hypothèse de retrouver aussi un bien-être en tant qu'enseignant. Bien sûr qu'il y a probablement des contenus qui fonctionnent très bien sous certaines formes d'enseignement. D'autres, par contre, peuvent être adaptés. On peut aussi trouver plaisir en découvrant ce qui se fait chez les collègues, vous le soulignez, des choses qu'on ne sait pas, et de se dire, tiens, c'est intéressant aussi d'être capable de mettre en perspective. Ça ne veut pas dire de tout chambouler, ça veut dire d'au moins se poser des questions. Moi, je partage cette vision-là. L'idée qui vient aussi pour moi, c'est qu'on passe d'un simple processus, entre guillemets, à ce qu'on va considérer comme étant une dynamique innovationnelle. Donc une idée de produit à processus. Pour moi, on n'a pas gagné si on finit en disant « super, l'IUT a innové ». Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on a mis en place un processus qui est l'innovation pour atteindre une finalité. L'innovation, ce n'est pas une fin en soi, ça ne devrait pas être un objet de campagne. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on innove. Qu'est-ce qu'on va emmener en bout de ligne avec le processus d'innovation qu'on a mis en place? Et puis, ça veut dire aussi que l'idée que ce n'est pas une fin, ça veut dire qu'on va mettre en place des éléments qui, à un moment donné, vont devenir notre nouvelle réalité. Donc on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du moyen. Pour moi, c'est vraiment un message important aujourd'hui.
ce que vous mettez en place, ce sont des moyens, voire des éléments concrets, qui sont parfois des pistes de solution, qui sont parfois des pistes de non-solution, d'ailleurs de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis vous savez, c'est un peu comme une voiture. Quand il y a un accident, on ne condamne pas tous la voiture. On se demande qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. La voiture peut être un des arguments qui a mené à l'accident. Le fait qu'elle n'ait pas été entretenue, le fait qu'il y ait eu une pièce défectueuse, mais ce n'est pas automatique. Eh bien, ça peut être l'humain, exactement. C'est la même chose avec l'innovation. Ça se peut que le problème ne soit pas le moyen, mais la personne qui le porte, le contexte dans lequel on se situe, le fait que le groupe avec lequel on a travaillé est un peu différent. Donc, il y a une série d'éléments aussi qui peuvent être questionnés. Alors, juste pour bien positionner ce quoi, il est évident pour moi que vous partez toujours d'un état initial. On ne part jamais de nulle part. Vous avez une pratique, vous avez des pratiques, vous avez des habitudes, vous avez des choses que vous connaissez, vous avez des moyens qui vous plaisent, vous avez des méthodes pédagogiques ou des stratégies que vous mobilisez peut-être depuis un certain temps. On part toujours de quelque part. Donc c'est sûr, on n'innove jamais de nulle part. On part forcément avec une pratique que vous avez, et elle vous appartient. Il ne s'agit pas d'une critique, mais bien d'une idée. Alors, on peut aller vers ce qu'on appelle une réforme. Alors, la réforme du bac fait bien son chemin en ce moment, où on voit clairement le mal-être par le mot même de réforme. D'ailleurs, si on le regarde du point de vue linguistique, c'est un retour en arrière. Ça ne donne pas spécialement envie, hein, dit comme ça. Alors, au Québec, on ne parle plus de réforme, on dit le renouveau. C'est la même chose, mais on a retiré le mot. Alors, il y a quelques endroits où on l'a oublié, alors il reste réforme dans le programme, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui remplaçait tout, a dû oublier le mot. Mais cette idée, elle est quand même assez négative au départ. On sent bien qu'il y a là une barrière qui s'installe chez la plupart des gens quand on va parler de réforme, parce que souvent, elles n'ont pas été porteuses de réussite. Après, on a l'entrée dans la nouveauté, qui a été mentionnée d'ailleurs par notre collègue. Et c'est quoi la nouveauté? Et c'est là que la bulle fait souvent peur aux enseignants et aux enseignants-chercheurs. Comment on entre concrètement dans cette bulle? Comment est-ce qu'on s'en saisit pour y trouver un espace de développement? Et là, en fait, si on regarde le vocabulaire, à nouveau, il y a une idée d'avoir une nouveauté, quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Je pense que vous pratiquez l'APP. Oui, donc l'apprentissage par problème. Eh bien, si on regarde le PBL, donc le Problem Based Learning, quand il a été créé, Stan McMaster en Ontario, on est à la fin des années 60, on est clairement dans ce qu'on va appeler une novation, c'est-à-dire une création, une méthode pédagogique qui n'existe pas, que ces gens ont développée, dans ce cas-là Burroughs en particulier. Donc là, on est dans quelque chose de complètement nouveau. Mais ça, on ne le fait pas tous les jours. Par contre, ce qu'on peut faire tous les jours, ce sont des innovations. C'est-à-dire voir ce qui existe ailleurs et l'adapter dans notre milieu. Dans un milieu où ça n'existe pas. Probablement, quand vous avez commencé l'idée de l'APP, ça n'existait pas dans votre IUT, ça ne devait pas exister dans beaucoup d'IUT. Donc, d'une certaine manière, vous avez mis en place ce qu'on peut appeler une innovation. Ça veut dire aussi que quand on regarde, vous savez, on peut tous être créateurs dans son garage et avoir plein d'idées. Mais je crois, et c'est l'hypothèse que je fais, c'est que quand cette nouveauté se perpétue, ben mes collègues de médecine, par exemple, ils disent « on a une rénovation de notre programme ». C'est sûr, ils utilisent l'APP depuis 1988. Ça commence à être un peu limite de dire que tu as un programme innovant, bien qu'ils l'ont porté pendant longtemps. Mais là, ils sont à ce qu'ils appellent leur 3e rénovation de programme. C'est-à-dire que leur état initial, finalement, ben, c'est la nouveauté qu'ils ont mise en place. Mais comme vous vous en doutez, comme toute chose, là où il y a de l'humain, il y a des petites dérives, et donc on a perdu quelques postulats en chemin, quelques éléments qu'on avait, sur lesquels on était d'accord, où on a fait des petits compromis. Donc eux, leur idée, c'est de réinterroger le nouvel état initial dans lequel ils sont pour réviser leur programme en disant « mais qu'est-ce qui pour nous est important aujourd'hui ?» Donc c'est ce qu'on va appeler des actions de rénovation. Et moi, je crois que pour qu'une innovation vive pleinement et qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle devienne innovation. C'est-à-dire, si elle n'est pas reprise par différents milieux académiques, en fait, c'est une innovation qui ne vit pas. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit implantée dans ces différents milieux. C'est donc à travers le processus d'innovation qu'on va vraiment faire vivre les méthodes pédagogiques, les stratégies, les idées, les développements. On peut avoir plein d'idées tout seul, c'en est une autre d'amener une communauté, que ce soit nos collègues directs ou autres,
à pouvoir s'en saisir et la mettre en pratique. Donc on est bien là dans quelque chose qui est effectivement une forme de nouveauté. Innover, c'est une forme de nouveauté, mais pas à partir de rien. C'est introduire du nouveau dans un contexte donné. Et ça diminue souvent beaucoup la pression des enseignants et des enseignants-chercheurs. C'est de se dire, ok, je ne suis pas obligé d'inventer un truc qui n'existe nulle part. Par contre, ça veut dire aussi se documenter, savoir ce qui se fait, voir comment on va le présenter. Alors, si on en regarde les caractéristiques pures, je dirais, c'est Françoise Cros qui a fait le travail en disant, la première chose, c'est qu'on va parler d'une action délibérée. Elle peut être dans une logique top-down, imposée par le haut, ou au contraire bottom-up, qui vient de la base. Je crois que si on reste soit juste en bottom, soit juste en top-down, ça ne fonctionne pas. C'est forcément dans la rencontre des deux niveaux que les choses vont être porteuses. Si vous avez des super idées, mais que la direction de l'UIT ne vous suit pas, ça va probablement fonctionner un petit temps, mais ça finira par tomber. Chaque fois que c'est imposé et que les acteurs de terrain, les enseignants-chercheurs, les étudiants ne s'en saisissent pas, quand la gouvernance s'en va, ça finit par tomber. Donc on est bien dans cette rencontre des niveaux micro et macro, si on peut les regarder comme ça, pour que ce soit fonctionnel. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel. Ça veut dire que c'est aussi une logique collective dans laquelle on s'installe. Deuxième élément, c'est que c'est un processus qui peut être individuel ou collectif, mais qui, sans le collectif, à mon avis, ne dure pas longtemps. Mais c'est beaucoup plus facile de le mener individuellement dans votre classe. Personne ne va vous demander de compromis. Vous n'allez pas devoir discuter avec un collègue, confronter des points de vue. C'est bien plus simple quand on est tout seul. Mais on sait que quand la personne ne donne pas l'UE, ou quand la personne est en congé maladie, ou quand la personne est en CRCT, ça a tendance à disparaître. Donc finalement, ce qui était sous-entendu comme étant important, puisqu'on a fait un choix d'aller vers cette transformation, n'est pas intégré dans le contexte. Donc quelque part, on y perd collectivement tous quelque chose. Troisième élément essentiel, et c'est surtout en lien avec les gros projets, vous savez, la mode des NCU, des PIA, de tout ce qu'on peut imaginer. Prenons un NCU sur 10 ans. Si vous n'avez pas un produit tangible tout au long du chemin, pardon, les nouveaux cursus universitaires financés 10 millions sur 10 ans, c'est formidable. Sauf que 10 ans, c'est loin. Et donc, s'il n'y a pas des jalons avec du produit qui dit à l'enseignant, tiens, il y a du concret qui sort de ce qu'on fait, la motivation des enseignants diminue. Complètement. C'est la même chose avec tous les programmes initiatives excellence. Tous ces éléments-là sont intéressants, mais ils ne fonctionnent que si on place des jalons qui produisent réellement une nouveauté. Parce que si vous promettez indéfiniment quelque chose et que ça n'arrive jamais, ben forcément, la motivation va retomber. Et c'est un peu la même chose avec vos enfants. Tu sais, tu promets une surprise, si la surprise elle arrive dans 5 ans, tu comprends que ta motivation comportementale c'est 0. C'est la même chose avec nos étudiants. Il faut qu'à un moment donné, on ait des produits tangibles qui disent oui, on a une transformation de terrain et on le voit. Autre élément, forcément, et puis c'est drôle parce que, vous savez, quand on bosse sur des questions de ce type-là, il y a évidemment plein de détracteurs avec lesquels on discute. Et en ce moment, il y a un grand débat sur Internet sur l'innovation est-elle source d'amélioration. Ben, en fait, je ne crois pas qu'il existe un seul enseignant, en tout cas, je n'en ai jamais rencontré, j'en ai quand même rencontré pas mal depuis les 10 dernières années, qui m'a dit, moi, j'innove pour que ce soit pire. Aucun. Parfois, ils ne sont pas très sûrs, mais aucun ne m'a dit, ça sera pire. Donc, est-ce que c'est forcément mieux? Non. Mais ça a une visée d'amélioration. Tout dépend du point de vue dans lequel vous vous placez. Si on prend l'introduction de la guillotine en France, j'imagine que pour certains, ça a été une innovation à amélioration. C'était moins douloureux, c'était plus rapide, c'était... Tout dépend du point de vue dans lequel tu te places. Moi, je ne considérerais pas que c'est une innovation, mais je peux l'entendre. Eh bien, c'est la même chose avec cette question. C'est la visée d'amélioration que vous avez en arrière. Alors, oui, bien sûr, la loi OR, la réussite des étudiants, c'est ce qu'on vise. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi des apprentissages plus durables, de qualité, le fait de retrouver notre plaisir à enseigner, le fait de faire prendre conscience à un étudiant de l'avancée des apprentissages. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l'amélioration pédagogique. Ce n'est pas juste une affaire de notes.
Et en fait, je crois que si ce n'est qu'une affaire de notes, c'est assez limité. Ça vaut pas beaucoup la peine d'investir autant d'efforts pour juste une note à la fin. Croyez-moi, vous allez être déçus. D'ailleurs, tous les résultats nous le démontrent. Hein. Les innovations n'apportent pas forcément une augmentation de la note à court terme. Déjà, elles ne diminuent pas la note. Ce qui est quand même déjà un bon élément, puisque longtemps on nous a dit que, oh my god, si on enlevait l'enseignement magistral, on allait complètement rendre les élèves encore plus bêtes que ce qu'ils n'étaient déjà. Vous savez, l'autre jour, j'ai revu une citation qui disait que depuis le XIVe siècle, la phrase « c'était mieux avant » existe. Imaginez comment ils étaient bons au 8e siècle. Tu devais vivre un moment intense. Mais c'est ridicule, parce qu'en fait, il y a des choses qu'aujourd'hui, vous, étudiants, vous maîtrisiez, et qu'effectivement, aujourd'hui, les étudiants ne maîtrisent pas, mais l'inverse est aussi vrai. Il y a des choses sur lesquelles on n'était probablement pas très très doués, et qu'ils ont beaucoup plus que nous. Donc, ça fait partie d'un tout. Bien sûr, on est dans un espace de transformation. Mais la recherche sur l'innovation nous démontre qu'au contraire, on n'est pas du tout dans une logique de nivellement par le bas. Au contraire, les tâches qu'ils vont demander aux étudiants sont plus élevées que ce qu'on leur demandait par un enseignement plus traditionnel dans la majorité des cas. Autre élément, c'est la temporalité. Si c'est un moyen, on ne peut pas être en innovation permanente pendant 15 ans. Donc, il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Après, ça meurt, ou ça devient mon nouvel état initial. Mais forcément, il y a une phase où j'ai du roulement, là. Je ne suis pas en perpétuelle transformation. Ça aussi, c'est l'espèce de leurre de l'imagination qu'on est perpétuellement. On change des choses, mais on n'est pas toujours dans cette perspective-là non plus. Et puis, on le fait automatiquement dans un contexte spécifique. Donc, c'est pas parce que, puis je cite toujours le même exemple, vous avez vu une super conférence de Marcel Lebrun sur les classes inversées, que vous allez prendre ce que Marcel Lebrun fait, puis l'emmener dans votre contexte. Ça ne marchera pas. Parce que Marcel le fait en master avec des étudiants dans un parcours X, Y, c'est pas la même chose que si je suis en DUT ou en licence pro. On n'est pas dans le même contexte. Donc on ne peut pas passer outre l'analyse de votre contexte. Donc personne ne peut vous dire « Ah oui, non, mais ça c'est bien pour vous ». Ça peut être intéressant, mais ça prend quand même une connaissance du contexte et des disciplines avec lesquelles vous fonctionnez. Il y a des stratégies qui vont être plus efficaces que d'autres en fonction du contexte et des disciplines. Alors, dans ce quoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a quand même une importance de penser le processus dans une question dynamique. Et ça veut dire que, forcément, cette culture et ce contexte dans lequel je me situe, il y a ce que je vais appeler une perception du besoin de changement. On n'a pas tous cette même perception. Il y a des collègues qui vont vous dire « Oh my God, moi je sens l'urgence, c'est maintenant ou jamais ». Il y en a d'autres qui vont vous dire « Bah non, ça se passe plutôt bien ». Vous savez, dans un même contexte, je me souviens d'avoir rencontré un enseignant où son doyen me dit « Oh là là, il faut qu'il ait de la formation, c'est horrible, enfin ça va pas du tout ». Et l'enseignant me dit « Non mais ça va bien, ils sont sages en classe, ils parlent pas, je suis content ». Alors, on a là quelque chose qui ne va pas ensemble. Mais parce qu'ils ne regardent pas du même point de vue. Donc leur perception du besoin de changement, pas du tout identique. J'ai forcément des acteurs qui jouent, et des acteurs, ça veut dire des enseignants-chercheurs, des étudiants, du personnel académique, qui sont souvent en première ligne. Hein. Ils reçoivent parfois les doléances d'un certain nombre d'étudiants quand vous avez une super idée. Et ils sont souvent intégrés tard dans nos processus. Donc plus le changement va être majeur, plus le changement va être au niveau institutionnel, plus il est essentiel que les différents acteurs soient impliqués. Et puis je m'en vais donc dans cette innovation qui va toucher différentes dimensions. On va parler de la dimension organisationnelle. Ben oui, quand on décide de faire de l'APP, c'est super, à 10 ou 12. Mais quand je suis à un contexte où je peux me diviser les groupes, c'est pas mal. Mais déjà, il faut que je me trouve 6 tuteurs en parallèle. Ça va en médecine, chez nous, 21 tuteurs en parallèle. Ça t'en fait du monde. Et évidemment, tu as toujours bien un étudiant qui dit « Oui, mais moi, je crois que notre tuteur était quand même moins bon. » C'est un sacré enjeu. La dimension sociale, évidemment. Ça touche des choses, ça touche des gens. Il faut accepter que ça provoque des zones de tension, forcément. Puis c'est pas tout le temps parce que le collègue, il est de mauvaise foi, mais ça vient parfois complètement questionner son identité professionnelle. Vous savez, les étudiants qui résistent le plus à l'innovation sont en général les étudiants les plus performants. Ben oui, parce que vous et moi, si on est là, c'est parce qu'on est des produits du système. On a tous réussi dans le système. Avec lui ou malgré lui.
Quelques-uns parmi nous ont probablement des chemins un peu éclectiques, mais la majorité, vous êtes plutôt des lignes droites de réussite. Pas tous, vous voyez, on a quelqu'un là. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce qu'en fait, on travaille aussi avec des étudiants qui, eux, ont besoin de vous. Quel est le sens de la présence enseignante? Et ça, c'est tout un enjeu aujourd'hui. Parfois, on nous a vendu le numérique en disant « oui, le numérique, il va régler beaucoup de choses ». En fait, il redéfinit le sens de la présence enseignante. À quoi servez-vous aujourd'hui? Et vous n'êtes pas juste des distributeurs de connaissances, vous êtes plus que ça. C'est toute cette perspective qui devient intéressante. Et puis des éléments forcément de dimension technique, on l'a vu aujourd'hui, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan B? C'est bien beau la techno hein, quand ça marche bien, mais quand ça ne marche pas, c'est source d'ennui. Et parfois en classe, quand tu as des super idées toutes basées là-dessus, ben ça se peut qu'il va vous falloir penser des choses. Ça aussi, quand on nous parle du numérique, on nous parle souvent de « ah, le numérique, ça va nous permettre de faire des économies ». Alors quand je vois un président qui dit ça, je lui dis « je vais vous inviter à venir chez nous voir l'économie ». Et en général, quand ils viennent, ils repartent, ils disent « non, on ne va pas faire ça finalement ». C'est pas du tout économique, en tout cas pas les 8 à 10 premières années. Ça te prend de la formation, ça te prend du support, ça te prend du suivi. Non, c'est pas vrai que tu peux pas faire un cours à 200 personnes en les regardant sur ton écran d'ordi, ça marche pas. Ça prend beaucoup plus d'organisation et de formation. La planification est complètement différente. C'est sûr que si le numérique, c'est déposer ton support sur Caroline Connect, ça va aller assez vite. Mais c'est pas tout à fait ça. Alors, évidemment, on peut se poser la question du pourquoi il faut innover. Et c'est une vraie question. Pourquoi le faire? Quels sont les éléments qui aujourd'hui nous amènent à bouger? Ben, je crois que quoi qu'on fasse, même si on ne veut pas bouger, comme le monde autour de nous bouge, forcément, on s'en va avec lui. C'est mon zèbre qui a perdu ses rayures, ou en tout cas les a remises autrement. Forcément, ça bouge malgré nous. Quoi qu'on fasse, même si tu as envie d'être résistant. Prenez le concept des compteurs intelligents. Je pense que vous les avez vous aussi. Hein, voilà. On a été nombreux probablement à ne pas être pour, mais on les a quand même tous chez nous parce qu'on n'en a pas de choix. Il y a des choses qui bougent malgré nous, quoi qu'on fasse. Et donc, l'enseignement supérieur, c'est un mouvement. Si on le regarde un peu à nouveau à travers l'histoire des universités, et sans en faire un cours, il faut quand même comprendre la transformation dans laquelle on se situe, et particulièrement dans le contexte des IUT. Si on regarde le modèle de Lessard et Bourdon que je me suis permis d'adapter, quand on démarre l'université au XIIIe siècle, on est dans une université qu'on va appeler de type libéral, où on va transmettre des connaissances au service de la vérité. À une époque où c'est facile d'avoir la vérité. D'abord, le savoir est assez limité, tout se tient dans un livre, et finalement, pourquoi on fait du transmissif? Parce que le livre est cher en plus. Donc ça permet de donner accès à un certain nombre d'éléments avec un maître qui détient un savoir. Quand on avance et qu'on arrive au XVIIe siècle avec tout le courant autour d'Humboldt, l'université de recherche, on va construire des connaissances au service de la science. C'est les premiers moments où on voit apparaître une réelle articulation dans ces universités allemandes entre science, recherche et enseignement. C'est-à-dire qu'on fait aussi de la recherche pour pouvoir la partager avec nos étudiants. Donc on est bien dans quelque chose où finalement on construit collectivement avec ces étudiants une certaine science aujourd'hui. Ensuite, on arrive au XXe siècle en contexte nord-américain, donc très pragmatique, avec ce qu'on va appeler l'université de service, l'idée d'appliquer des connaissances au service de la société. Mais pas dans un sens négatif utilitariste, mais plutôt dans un sens de voir l'université, l'enseignement supérieur, comme étant un acteur de la société. De dire, on n'est pas juste des tours en verre, là où il y a des gens gentils qui sont des petits groupes de conf et qui discutent et qui font avancer la vie, mais dont ça ne sert à rien, mais comment on est capable de finalement faire en sorte que le travail qu'on y fait améliore la vie en société, au sens large. Et donc là, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'ouvrir les portes de ces espaces qui, jusque-là, étaient très protégés, avec toutes les questions qui s'y posent, évidemment. Et moi, je crois qu'on ouvre une nouvelle ère de l'université, que j'appellerais l'université intégrale, avec l'idée de favoriser le développement de connaissances et de compétences critiques au service de l'individu
et de la collectivité. Je pense qu'on a des gens qui aujourd'hui viennent à l'université dans une logique qu'on pourrait appeler, entre guillemets, du développement personnel. Ils viennent pour s'intéresser à un certain nombre de sujets, de thématiques, mais ils n'ont pas de projet professionnel automatique. Je crois qu'à l'inverse, on a des gens qui viennent avec une envie très pragmatique d'aller travailler, avec une envie de professionnalisation, avec une visée claire de ce qu'ils ont envie de faire. Et on se retrouve dans ces espaces où il devient parfois difficile de porter les choses. Parce que, rappelez-vous, nos formations initiales, elles sont très disciplinaires. Alors c'est facile d'enseigner la mécanique des fluides. C'est autre chose de préparer des étudiants. Enfin, c'est facile. Non, je ne m'interromprai pas. Je dis à Sophie, je bosse beaucoup avec les collègues de génie. Mais à tout le moins, ça nous permet d'être dans un domaine circonscrit. Par contre, parler de génie conseil et d'être capable d'expliquer la mécanique des fluides à d'autres professionnels du secteur, et donc développer ses compétences en communication, là, on commence à trouver les choses plus compliquées. On a les mêmes problématiques en sciences de la santé. Quand tu es médecin tout seul et que tu vois ton patient, ça va bien. Quand il faut, par contre, rencontrer l'infirmière puis avoir une discussion, la travailleuse sociale, parce que c'est un patient avec qui on a un certain nombre de difficultés, la famille, le patient, tout le monde n'est pas Dr House, tu vois, tu ne peux pas te foutre du patient par principe. Ça, c'est le rêve de tous les étudiants nord-américains, être Dr House, et puis ils réalisent que ça ne marche pas, et que tu vas être obligé de parler à tous ces gens, et que tu n'as pas des assistants personnels. Ça, c'est quand même... le dieu tombe un peu de son piédestal. Mais c'est assez compliqué. Et se mélangent dans nos établissements ces étudiants. On s'en rend compte aussi, il y a une forme de pression institutionnelle, qu'elle vienne de l'interne, qu'elle vienne de l'externe, autour de ce que j'appellerais une injonction de qualité. La qualité de la formation, aujourd'hui, c'est plus une option. Et les classements, parfois, sont aussi des leviers de transformation. Alors évidemment, c'est à la fois des mauvais leviers et des bons leviers. Vous savez, quand on a un président qui me dit « Ah non, mais nous, on va fusionner pour monter dans le classement », je leur dis « Bah oui, ça c'est pas compliqué, quand on a éliminé 3, t'as monté 2 places, on est tous d'accord. » On ne peut pas vraiment parler de qualité. Quand un président d'université me dit « Ah, mais j'ai monté dans mes cleans parce que comme j'ai moins d'étudiants, le rapport prof-étudiant a augmenté, donc on monte dans le classement. » On est à la veille de fermer, mais on a monté dans le classement, c'est déjà pas mal. Enfin, ça, c'est une manière complètement hallucinante de gérer le classement. Par contre, on y voit parfois des éléments intéressants en matière de formation. On sait que les étudiants qui y sont interrogés dans certains classements vont mettre de l'avant les points liés à la qualité de la formation reçue. Et pour moi, ça veut dire aussi qu'on va amener l'enseignant à être à la fois le fameux homo academicus de Bourdieu, ce chercheur ou cette personne qui fait les activités administratives, les services à la collectivité, mais pour moi aussi ce que mon collègue Denis Bédard appelle l'homo pédagogicus, celui qui est aussi dans sa mission d'enseignement. Et tout l'enjeu, à mon avis, aujourd'hui dans le contexte, c'est de trouver l'équilibre. Et c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre entre les talons hauts, oui, mais il y a quand même un fil. Hein. Vous avez vu, j'ai été sympathique, j'ai mis à l'enseignant ce fil, mais parfois c'est exactement ce qu'on ressent quand même. Hein. Ce petit espace où tu te dis, comment je trouve ma place dans ces doubles tâches. Ça veut dire aussi, comment on me permet de me développer dans ces doubles tâches. Alors cette partie-là, on la connaît bien. On va en colloque, on lit des articles. Cette partie-là, on la connaît un petit peu moins bien. Et des journées comme aujourd'hui, ça participe, à mon avis, au sens du développement professionnel de l'homo pédagogicus. Ça veut dire aussi qu'on vit un contexte d'internationalisation. Bologne fête ses 20 ans cette année. C'est quand même des éléments où on voit apparaître normalement des attentes communes entre les États, et ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avec le LMD, avoir un M de l'Italie, avoir un M de la France, avoir un M de la Belgique? C'est assez compliqué. On constate que ce n'est pas facile. Et quand les étudiants se déplacent à l'interne, ça rend aussi les éléments difficiles. Donc parfois, l'innovation, ça peut être un moyen de travailler autour de cette question que sont, la massification et l'hétérogénéisation des étudiants. Ben oui, parce que quand j'ai un étudiant qui revient en formation, quand j'ai un étudiant qui a déjà une expérience professionnelle, quand j'ai un étudiant qui s'est réorienté, je me retrouve parfois avec des étudiants qui ont des niveaux très différents dans un groupe. Et que dire
ou ici, des bacs techno, des bacs pro, quand on se retrouve tous dans le même groupe, ce que vous aviez avant dans un portrait que vous pouviez assez facilement réaliser de vos étudiants en vous disant « je sais où ils en sont, à peu près, et je sais où je vais les emmener », là, aujourd'hui, le portrait est complètement éclaté. Vous savez, l'autre jour, j'ai rencontré une enseignante d'une université que je ne nommerai pas, mais qui enseigne la physique. Depuis 13 ans, le même jour, à la même heure, aux mêmes étudiants. Je veux dire, ils sont toujours en L1, machin. Rassurez-vous, elle ne les a pas repris pendant 13 ans. Quoique, elle aurait pu, à mon avis. Et donc là, elle me dit, oui, c'est désastreux, enfin, le discours habituel. Cette année, ma moyenne, c'est 4. Je dis, oui, le mot désastreux me semble bien choisi. Et en fait, elle m'explique que la moyenne ne fait que descendre depuis 6 ans, et que c'est vraiment terrible, et qu'ils sont de plus en plus nuls, et que... Et puis là, son université fait une transformation et met du temps personnel pour les étudiants. Donc les maquettes sont revues. Et donc là, c'est terrible. Elle va devoir trouver des heures de cours. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Elle va devoir repréparer les cours. Enfin, vous voyez le... Il faut savoir que la physique, c'est l'une des sciences qui est la plus travaillée de la même manière à travers les établissements. C'est l'un des programmes qui est le plus similaire, quel que soit l'établissement où vous allez. Surprenamment, dans le monde, si on regarde dans les universités, on va y retrouver les mêmes contenus, les mêmes concepts, qui vont être articulés différemment, mais la physique est vraiment typique là-dessus. Et puis on discute avec l'enseignante et elle finit par me dire « Mais comment expliquez-vous que j'ai 4 de moyenne ?» Ben, tu comprends, moi, je t'écoute et puis je peux te dire « C'est pour ça. J'ai un don, j'ai fait psycho à la base, alors tu comprends que j'ai un don. » C'est pas... Déjà, j'avais envie de lui dire « Ben, je sais pas, je vous regarde, puis j'ai une idée vague, mais je ne lui ai pas dit ça. » Je ne lui ai pas dit. Je dis « Mais peut-être quand même que les programmes ont changé dans le temps. » Et là, vous auriez dû voir ses yeux, comme 2 soucoupes. Elle dit, ah, hypothèse intéressante. On se revoit le lendemain, et le lendemain, elle me dit, mais vous avez raison, ça fait 7 ans que les programmes ont changé. Et on ne m'a rien dit. Je ne sais pas qui est on, mais elle était scandalisée. Elle me dit, ben vous voyez, voilà, ils ne font plus ça. Alors, elle démarre de là, en se disant, ils sont arrivés jusque-là. Donc forcément, ce gap, ce trou qu'ils ont là, il n'est jamais complété. Et donc ça, c'est intéressant parce que parfois, c'est difficile d'avoir un diagnostic des gens qu'on a en classe. Alors là, à l'inverse, le numérique, ça peut être un moyen. On peut utiliser des clickers, du Kahoot, des boîtiers de vote, pour aller chercher qui sont les gens en face de nous et comment mes innovations pédagogiques peuvent devenir un atout pour travailler cette hétérogénéité. Une diversité des attentes des étudiants, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec leurs envies à la fois personnelles et professionnelles qui se mélangent. Il y a quelques mois, Le Monde avait titré un article « Bac plus 5, Bac plus sens ». Et là-dedans, les étudiants disaient « Moi, je m'en fous du disciplinaire, j'ai envie que ça fasse sens ce que je fais ». Et parfois, quand on demande aux enseignants le sens de ce qu'ils enseignent, des fois, il y a des enseignants qui me disent « Ben, c'est au programme. » Ok ? Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais c'est au programme. C'est assez interpellant quand même. Revenez à mon titre, retrouver le plaisir d'enseigner. Quand tu ne sais pas très bien pourquoi tu vas aller raconter ça en face de ta classe, si ce n'est que c'est comme ça, c'est dans la maquette, ou toi tu considères que c'est ça que tu vas faire, parce que voilà, c'est un peu interpellant. Après, je pense qu'on vit une vraie période de trouble. Ce que mon collègue Philippe Durance du CNAM appelle le trouble épistémique, dans le sens où c'est quoi aujourd'hui les savoirs qu'on est censé reconnaître? Alors avant c'était facile. Si on regarde Perry, qui est un chercheur américain, il disait on peut être dualiste. Il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc ce que l'enseignant dit, c'est vrai. Vous savez combien de pourcentage de fausseté dans les notes de vos étudiants? 25%. 45 heures de cours, 11 heures de niaiserie écrite. Quand tu le vois comme ça te fait peur. Hein? Imaginez sur toute une formation le nombre de trucs hallucinants que vous n'avez jamais dit et qu'ils ont écrits. Ce moment où tu dis « Non mais j'ai pas dit ça ». Alors je vous donne un exemple. Une collègue de politique qui rencontre une étudiante où visiblement l'examen mi-session n'a vraiment pas bien été. Et elle rencontre l'étudiante et elle regarde la copie ensemble. Et en fait, la collègue elle me dit « Je ne sais pas très bien par où le prendre parce que c'est vraiment... c'est compliqué. » Alors elle lui dit « Bon, par exemple cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors l'étudiante elle dit « C'est vous qui l'avez dit. »
Elle a dit non. En fait, oui, il y a sujet, verbe, complément, mais ça ne veut rien dire littéralement. Si tu le lis en français, ça n'a pas de sens. Et l'étudiante a dit, si c'est vous, je l'ai appris par cœur. Bon, ok, j'ai peut-être dit ça. Tu te dis, j'abandonne. Elle a dit, pourquoi vous l'avez mis dans cette question? Et elle lui a dit, bah, je l'ai apprise par cœur, fallait bien que je la mette quelque part, alors j'ai choisi là. Et toi, tu te dis, pourquoi ai-je passé mon temps à faire une copie d'examen intelligente? Puisqu'après tout, tu remplis du contenu par n'importe quoi. Et là, je dis, qu'est-ce que tu avais avec cette étudiante? Elle me dit, ben, je t'ai dépité parce que finalement, tu te dis, ok, tu sais pas prendre des notes, tu as un problème d'écoute, tes stratégies d'apprentissage sont à revoir et tu sais même pas remplir une copie d'examen. L'étudiante lui a dit, je suis peut-être pas faite pour aller en politique finalement. Peut-être pas. On a aussi découvert que le cours s'appelle Politique 101. Au Québec, tout le monde sait qu'il y a une Assemblée nationale. L'étudiante est québécoise et elle lui a dit, vous n'avez jamais dit clairement qu'il y avait une Assemblée au Québec. Ok, c'est l'objet même du cours. Tu te demandes où elle était pendant 45 heures. Et la collègue, elle m'a dit, au premier rang, c'est une bonne étudiante, elle est en classe, elle prend des notes. Les stratégies ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Où sont les savoirs? Sur Wikipédia, il y a plein de choses intelligentes, mais il y a aussi plein de trucs complètement cons. Comment j'amène l'étudiant à prendre conscience puis à valider? Entre ce qu'il note, ce qu'on dit parfois qui est un peu à côté de la plaque, parce que ça nous arrive à tous, certains consciemment, par choix, et donc Wikipédia dit que non, parfois c'est la pire chose, ça est mentir à des étudiants, c'est la pire chose. Quand on a fait des recherches auprès des étudiants, on sait que c'est le moyen numéro 1 de décrédibiliser totalement. Il vaut mieux dire « je ne sais pas » que leur raconter un truc qui n'est pas vrai, puis en plus ils voient que vous hésitez, leur ami, le téléphone portable, lui connaît la réponse. Et ça, c'est très compliqué. Et en plus, qui sont mes sachants aujourd'hui? Parfois, dans mes groupes, je vais peut-être avoir des étudiants qui sont intéressés à des questions très pointues. Peut-être qu'ils s'y connaissent plus que moi, parce que parfois, j'enseigne un cours qui n'est pas complètement dans ma spécialité. Ben oui, tu sais, tu as fait une thèse grosse comme un petit doigt, mais tu vas enseigner une map monde. Tout le monde s'en fout de ta thèse quand tu as fini. Après ça, tu vas commencer à enseigner. Et parfois, ce n'est pas du tout ton objet. Mais parfois, tu n'as pas beaucoup de choix. Un certain nombre de vacataires vivent avec l'imposition de ça. Et donc, c'est pas facile parce que tes étudiants, par moment, sont meilleurs que toi. Eh bien, quand on rencontre les enseignants qui sont mal à l'aise sur leur contenu, souvent au début, ils commencent par du magistral parce que tu te dis, je peux le cadenasser. Tu sais, je prévois 2h30 alors que j'ai que 2 heures, puis je me tiens. Le problème, c'est que toutes les semaines, que face à une question, tu te sens... Et donc, on rencontre aujourd'hui, notamment des jeunes enseignants qui disent « Tant qu'à ça, je préfère faire l'innovation, l'utiliser, mettre ce moyen-là, faire des choses un peu plus actives, puis chercher avec les étudiants, les amener en dynamique, les amener à... Parce qu'en fait, je ne sais pas, et je n'ai pas envie de dire « je ne sais pas » à tous les cours. Ce que je peux comprendre. Pour asseoir ta crédibilité, ce n'est pas toujours facile. Autre élément important aujourd'hui du contexte qui amène l'innovation, c'est l'idée de la formation tout au long de la vie. Vous savez, des fois, les enseignants disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si j'ai raté mon innovation ?» Rien. Quand tu rates ton magistral, tu t'inquiètes pas. Donc pourquoi tout d'un coup on s'inquiéterait de ton innovation? On ne va pas sacrifier une cohorte d'étudiants parce que vous avez mené une expérience qui n'a pas porté fruit. Rassurons-nous. Vous avez réussi avec et malgré le système. Souvenez-vous de ces enseignants où vous vous êtes dit « My God, ça aurait été 10 fois plus simple qu'ils ne soient pas là. » Et vous en avez tous au moins un en tête. Et vous avez réussi, hein? Moi, j'ai eu un magnifique cours de psychologie du langage, dont j'ai retenu phonème, monème et Ferdinand de Saussure. 45 heures de cours. J'ai eu 14. C'est vachement bien payé, quand même, hein? Aujourd'hui, il ne me remettrait pas ça, le gars. Ne soyons pas non plus inquiets. Les étudiants vont continuer leur formation. Et donc, ça veut dire aussi que cette diversité d'approches que vous pouvez leur proposer, c'est une manière de voir que les savoirs et les métiers se transforment. On forme des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Forcément. Et à des métiers qui disparaîtront. Forcément. Ça fait partie du cycle. La présence accrue du numérique, si Philippe vous avait fait sa présentation, il vous aurait dit qu'il faut s'en méfier de certains points. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser n'importe comment. Il y a des recherches qui nous démontrent que ce n'est pas plus efficace sur l'apprentissage. Le problème, ce n'est pas le numérique, c'est la manière dont on va le mobiliser. Et innover ne veut pas dire utiliser du numérique.
On peut très bien faire de l'innovation aujourd'hui sans numérique. Par contre, le numérique peut nous faciliter la vie sur toute une série de choses. Faciliter le partage, faciliter les échanges, faciliter la rétroaction. L'idée, c'est de l'utiliser parce que ça vous convient dans le contexte qui vous convient. Mais s'il faut 3 heures pour réussir à le mettre sur ton ordi, comprendre comment il fonctionne, et 52 minutes pour l'expliquer en classe, effectivement, c'est peut-être pas l'outil idéal. L'important, c'est de l'utiliser parce que vous trouvez qu'il vous apporte plus et mieux, qu'il vous permette d'aller plus loin, mais de toujours le penser en lien avec vos aspects pédagogiques. Il ne peut pas être pensé en dehors. Tous les ateliers, les expériences que vous allez voir aujourd'hui en matière de partage, c'est aussi le penser en lien avec votre contexte d'enseignement. Ce n'est pas le remplacement de ce que vous proposez. Et puis, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui nier qu'il y a des recherches en pédagogie de l'enseignement supérieur de plus en plus foisonnantes. C'est une vraie science, quoique certains collègues en pensent, qui existe depuis un certain nombre d'années, qui a des données probantes, et on pourrait avoir un beau débat sur le terme même de données probantes, mais oui, il y a quand même des données collectées, il y a des résultats de recherche. Est-ce que ça veut dire qu'on doit éliminer ce qu'on appelle les pédagogies traditionnelles? C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça, c'est le raccourci facile des personnes que ça rassure de se dire que ce qu'on dit, c'est forcément de ne plus faire ce qu'on fait. Mais c'est se questionner. Je pense que vous l'avez très bien dit, se poser des questions. Aller voir ce qui se fait dans d'autres disciplines. Vous savez, ce qui est très difficile avec la pédagogie de l'enseignement supérieur ou les sciences d'éducation en général, c'est à nouveau l'idée du sens commun. Comme on a tous été étudiants, on sait tous ce que c'est qu'enseigner. C'est extraordinaire, cette espèce de confusion des rôles. Vous savez, on est souvent l'enseignant qu'on a été comme étudiant. Donc on va reproduire des pratiques qu'on a bien aimées. Les enseignants qui me disent « Ah non, moi je ne fais pas de magistral, j'ai ça », en général, ça ne leur plaisait pas tellement d'aller s'asseoir pour écouter. Après, ça veut dire qu'on se transforme aussi comme personne. On a des choses qu'on n'aimait pas auparavant, qu'aujourd'hui on aime mieux. Il y a des gens qui fonctionnent moins bien en atelier, c'est correct. Mais on ne peut pas considérer qu'on a une seule méthode et que c'est elle qui fonctionne. Ça ne fait pas de science, ça ne fait pas de sens, et ça ne fait pas science, scientifiquement parlant, ça ne tient pas la route. Donc ça, c'est quand même un élément important dont on ne peut pas aujourd'hui faire fi, à mon avis. Puis je crois qu'il y a une chose importante, on doit en attendre plus de nos étudiants. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous attendez de vos étudiants? Racontez-moi. Alors oui, celui-là, par exemple, là-haut, dort, hein, vous l'aurez remarqué. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Vous avez faire des compétences critiques, l'esprit critique. Ok, pas facile ça, hein? L'esprit critique, pas facile. Alors on va en parler pour l'évaluation. Là, on ouvre une porte qui est sacrément intéressante, c'est pas facile. Autre chose que vous attendez d'eux? Prennent en main leur formation. J'ai pas entendu. Prennent en main leur formation. Qu'ils prennent en main leur formation. Ça non plus, c'est pas évident, hein, quand on y pense. Quand pendant 18 ans, on t'a dit où tu t'assois, où tu manges, tu vas prendre une feuille quadrillée, un pouce carré, tracer une marge à gauche, 3 cm, ton nom, à droite, surligné en vert, ta date. Oh non, tu n'as pas mis ta date dans le bon endroit. Refais la page. Pas facile après la prise en main. Et puis, on va se le dire, on en parlait avec Laurent ce matin, c'est tellement agréable quand quelqu'un te prend en charge. C'est bien quand même ce truc où tu te sens un peu bien quand même, hein, on s'occupe de toi. Donc c'est pas évident, c'est une vraie transformation, effectivement. D'autres éléments? Réveiller leur curiosité. Oui, la question de la curiosité. Puis ça c'est intéressant parce qu'en fait, on le voit vraiment dans l'idée de la pédagogie active, c'est d'aller titiller la curiosité des étudiants. Vous qui faites de l'APP, c'est l'un des grands facteurs de l'APP. C'est de mettre de l'avant l'idée d'amener les étudiants à développer la curiosité. Et je peux vous assurer que pour l'avoir vu, parce que j'ai fait pas mal de recherches autour de l'APP, d'aller observer des groupes, il y en a où on voit vraiment la curiosité qui s'allume. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que ce qu'on espère, c'est quand ils vont sortir de notre salle de classe, ils laissent cette curiosité. Parce que sinon, c'est foutu. Tu comprends que tu te dis, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Enfin, c'est essentiel de rester allumé, tout à fait. D'autres choses? Être capable d'appliquer ce qu'on a enseigné dans une situation professionnelle. Mettre en pratique dans des situations professionnelles. Vous savez que ça, c'est l'un des éléments les plus compliqués chez les étudiants. C'est-à-dire que quand on leur demande les éléments théoriques, ils sont très bons.
Quand on demande un transfert au niveau pratique, ils ont énormément de mal à savoir comment s'y prendre. C'est l'un des éléments que les employeurs soulignent. Ils nous reviennent toujours en disant « pas de problème du point de vue théorique, mais la mise en marche, c'est comme s'ils attendaient que tout d'un coup on leur dise quoi faire. » Alors que l'idée, c'est justement qu'ils soient capables de faire des choix parmi les modèles présentés. Tout à l'heure, je vous parlais du rapport au savoir des étudiants avec Perry. C'est compliqué quand on demande aux étudiants de faire des choix, par exemple, entre 2 ou 3 modèles. Ils vont souvent terminer en disant « oui, mais vous, à l'examen, lequel vous avez envie que je vous donne ?» Et toi, tu te dis « ok, on est passé à côté. Visiblement, je n'ai pas atteint ma cible. » Mais parce que comme ils sont très focus sur l'évaluation, ce qui est normal, c'est angoissant, en fait, les multiples possibilités. Plus c'est simple, bonne ou mauvaise réponse, plus tu es en contrôle. Donc c'est vrai que c'est compliqué. D'autres éléments que vous attendez d'eux? L'envie. L'envie? Ah! C'est vrai quand même que le plaisir d'apprendre, c'est quand même un élément important. On sait aujourd'hui, depuis 25 ans, l'importance des émotions sur l'apprentissage. On sait que quand on ressent un certain nombre d'émotions, physiologiquement parlant, ça favorise l'apprentissage. Alors le trop-plein le défavorise, par exemple. Donc on sait que les étudiants qui sont en hyper-angoisse ne vont pas faire des apprentissages de qualité. Par contre, les étudiants pas du tout stressés, en général, apprennent moins bien que ceux qui ont un stress qu'on considère dans ce sens-là comme positif. On sait que les étudiants qui vivent des moments difficiles dans leur parcours, perte de quelqu'un, donc deuil, séparation, c'est parfois des moments de fracture qui font que la persévérance n'est pas suffisante pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est vrai, avoir du plaisir, trouver aussi un plaisir en venant ici, ça fait écho avec ce que vous aviez dit, dans prendre en charge sa formation, c'est aussi trouver du plaisir. D'autres choses, l'envie, ça se rejoignait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent? Qui retiennent des choses, Oui. si possible utiles en fait. Oui. Qui se rappellent Oui. à long terme. Et ça, c'est compliqué. Hein. Vous savez que la première source de déception chez beaucoup d'enseignants, c'est quand ils font en fait la correction des évaluations. Parce que souvent, ils terminent puis ils vont dire « Mais vous pouvez entrer, hein. » Tout le monde vous regarde et moi, je ne vous vois pas. Elle se cache encore plus maintenant. C'est quand ils lisent les évaluations des apprentissages, donc les copies d'examen, par exemple. La majorité des enseignants, c'est vraiment un moment douloureux. Parce qu'ils se disent « Non, mais ça se peut pas. Ça, c'est pas possible. J'ai donné 45 heures de cours, j'ai ça. » Il y a l'inverse aussi, mais c'est les copies qui te font du bien. Et c'est là que tu as du biais d'arrangement évaluatif en plus, parce qu'on sait que quand tu as eu beaucoup de mauvaises copies, il y en a une qui est meilleure, tu dis ok, celle-là je mets 16 parce qu'il me semble qu'elle est vraiment bonne. Tu sais, il y a une espèce de travail de bateau, mais c'est vrai que c'est souvent un moment de prise de conscience des enseignants. La majorité, ils vont aller en formation quand ils vivent trop souvent ce moment douloureux. Puis c'est drôle parce que, vous savez, moi quand j'ai fait psycho, on disait qu'il y avait un concours chez les enseignants et que celui qui ramassait la palme, c'est celui qui avait le plus d'échecs. Et donc maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, en fait ils disent, ben non, tu sais que c'est hyper déplaisant. Hein. Avoir le plus haut taux d'échecs, c'est pas vraiment une fierté. Tout le monde se dit, ouais, ils sont peu nombreux à trouver ça trippant. En fait, c'est pas très agréable, c'est quand même une reconnaissance du fait que quelque part, ton message n'est pas passé. Après, il y a deux éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Et je pense qu'on ne peut pas, d'ailleurs, être tout noir ou tout blanc. Il y a des éléments de stratégie d'enseignement, et effectivement, là, on peut tenter des transformations. Et il y a des éléments de stratégie des apprentissages des étudiants. Comment vous faites, vous, pour apprendre? Dites-moi un peu. Vous devez apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? On répète, d'accord? Il faut déjà le comprendre. Ah, il y a le comprendre. D'accord. Il y a écrire, j'ai entendu. Répéter. Contextualiser, ok. Refaire des exercices, c'est ça? Ok. Créer des associations. Ah, faire des associations, ok. Expliquer à quelqu'un d'autre. Expliquer à quelqu'un d'autre. C'est pas facile d'exprimer ces stratégies d'apprentissage. Hein. Vous savez, quand on le fait avec les étudiants, ils vont dire « je lis ».
Je lis. Il y a tout un courant sur comment les étudiants lisent un texte. Christian Bégin, par exemple, qui a travaillé sur cette question-là, te démontre que la lecture d'un texte par les étudiants est assez romanesque. En fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils lisent ni pourquoi ils le lisent. Donc c'est une vraie problématique. Ils vont répéter. Donc ils vont faire beaucoup de par cœur. Parce qu'ils pensent que c'est ça que tu attends de la mémorisation. Et quand toi, tu viens avec ton application, ton transfert, tes exercices, ta compréhension, déstabilisation. Ils se disent, mais pourtant, je l'ai bien répété. En plus, des fois, c'est ce qu'ils ont noté. Alors imagine ce qu'ils répètent. Ils surlignent. Ah, ça, ils aiment bien. Surligner dans les polycopiers, là. C'est Stabilo, encore de belles années devant lui. Des fois, tu pourrais imprimer sur papier jaune et ils entoureraient les mots qu'ils ne veulent pas. Ça irait plus vite, tu vois. Il y avait juste les déterminants et un certain nombre d'adverbes. Le reste, c'est tout pareil, c'est tout jaune. Donc, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune association, il n'y a pas de contextualisation. Ils ne schématisent pas. Donc, c'est vrai qu'on constate que leurs stratégies d'apprentissage ne sont souvent que peu efficaces et que quand ça ne va pas, ils maintiennent les mêmes. Ils continuent. Donc, surprenamment, ils vont dire « mais j'ai travaillé ». Et c'est vrai, mais pas de la bonne manière, probablement. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile d'expliciter. Et moins vous allez expliciter aux étudiants ce que vous attendez d'eux, moins ils vont mettre en place des stratégies d'apprentissage efficaces. Parce qu'en fait, ils cherchent ce que vous attendez d'eux. Et c'est pas pareil de se préparer à un questionnaire avec des questions à choix multiples, à la résolution de problèmes, à des examens à livre ouvert, à de la dissertation. Ce sont toutes des stratégies qui font appel, des stratégies d'évaluation qui font appel à des stratégies d'apprentissage différentes. Et ça va être important. Il faut forcément que vous le contextualisiez. Ça veut dire aussi que, pour moi, innover, c'est un moyen de repenser notre enseignement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois vraiment à l'idée que ça peut favoriser ce que j'appelle l'alignement pédagogique. Est-ce que ça vous parle ? Oui ? Super. Non, vous avez le droit de dire non tout à fait. Alors, c'est assez simple, vous allez voir, hein, c'est basique, mais c'est une grille de lecture extrêmement intéressante, non seulement du point de vue d'un cours, de chacun d'entre vous, mais aussi du point de vue d'un programme que vous pourriez avoir en équipe. Donc on va parler d'alignement technopédagogique ou technocurriculaire, si on le regarde au niveau du programme au complet, en disant quels sont les apprentissages visés. Pas les contenus de cours que je vais donner, les apprentissages visés. À la fin, je souhaite que les étudiants aient maîtrisé telle et telle chose, compris telle et telle chose, soient capables de résoudre telle et telle chose, soient capables d'argumenter, tac, 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 soient capables de... Donc, c'est vos éléments d'apprentissage visés. On pourra en discuter en formulation compétences, mais on ne va pas entrer dans le jeu là, l'idée n'est pas là, mais quelles sont déjà ces cibles que vous avez ? Ça vous paraît simple, mais c'est déjà très compliqué. Quand on demande aux étudiants de rédiger des cibles, c'est pas si facile que ça au départ. Ces cibles, comment elles sont cohérentes ou pas avec les stratégies d'enseignement et d'apprentissage? L'exemple très simple que je donne tout le temps, c'est imaginez que ma cible ce soit, à la fin de la journée, vous êtes capable de participer à un débat, stratégie d'enseignement que je vous propose, le cours magistral de Platon à Macron, l'exposé oral, ou le débat, et puis je vous évalue avec des questions à choix multiples. Si Laurence, à 14, est-elle capable de participer à un débat? En fait, je n'en sais rien. Je sais qu'elle a été capable de mémoriser un certain nombre d'éléments. Mais évidemment, l'étudiant, il est futé. Il se dit, attends, on s'en fout de sa cible. On va tout de suite aller voir c'est quoi ces stratégies d'évaluation. Donc, dès que vous avez un désalignement quelque part, l'étudiant, c'est toujours la porte par laquelle il entre. Or, si vous avez défini rapidement ceci, normalement, vous êtes capable, dès votre planification, de connaître votre stratégie d'évaluation. Vous aurez des adaptations, forcément. Il se passe des choses dans le cours, puis tout ça, mais vous devriez pouvoir produire l'examen dès le début. Mais vous savez que la majorité des profs, quand même, le produisent la veille. Et dans ces cas-là, le conseil à l'étudiant, stratégie d'apprentissage, c'est révise en premier les derniers chapitres. Parce que statistiquement, même pour nous enseignants, c'est ce qui est le plus frais dans notre mémoire. Donc, on va toujours poser plus de questions et plus compliquées sur les dernières parties. Toujours.
Parce que le reste, ça nous paraît parfois un peu lointain, on n'est pas tout à fait sûr qu'on a bien abordé ça, on se dit, ouais, il me semble que c'était peut-être pas si clair que ça. Alors tu es un peu plus loose sur la première partie des questions. Toujours. Vous regarderez, statistiquement, les enseignants ont plus d'examens, dernière partie, quand ils le font dernière minute. Systématique. Et vous savez, quand l'outil d'évaluation n'est pas bien construit, en plus tu peux avoir une bonne note. En mécanique des fluides, j'ai eu 13 avec un collègue de génie. Vous comprenez que je n'ai jamais fait de mécanique des fluides de ma vie, que je viens des sciences humaines. Et donc il m'a dit, bah, c'est pas possible, comment t'as fait? Bah, déjà j'ai éliminé une partie des leurs qui ne faisaient aucun sens. Ensuite, quand la question était avec beaucoup de compléments par exemple, et d'autres beaucoup plus petites, je choisissais la plus longue. Plus de détails, c'est celle que je choisis. Après, il y en a une ou deux que j'ai tapé à pouf, 13. Jamais suivi le cours. C'est un peu insultant. Bon, après qu'il ait revu, après qu'on ait travaillé ensemble, j'ai eu 4, hein, rassurez-vous. Il avait vraiment augmenté le niveau. Mais en fait, c'était extraordinaire de voir comment l'outil n'était pas du tout ce qu'il pensait, soit discriminant. Et pourtant, il n'avait pas que des étudiants qui avaient des bonnes notes. Mais c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas les bonnes stratégies, alors que moi, je cherchais clairement à être stratégique. Et puis, c'était extraordinaire parce qu'à la fin, il y avait 20 questions. J'avais compté le nombre de A, B, C, D. Elles se répartissent toujours à peu près de la même manière. En général, si tu n'es pas à 5, tu vas être autour de 4, 5. Tu ne vas jamais avoir un seul A dans toute la série. Parce que c'est un espèce de pattern qui s'installe où tu dis, bon, bah attends, j'ai mis A, B, C, D, E, la prochaine fois, je vais mettre C, D, A, B, et tu tournes. Et donc, il y en a à peu près 4 de chaque dans 20 questions. À peu près. Donc, c'est complètement stratégique. Et puis, cette question des outils. Comment les outils se lient ou non à ce que j'ai préparé? Vous savez, c'est le gros problème quand médecine a décidé de faire l'épreuve classante nationale informatisée, où on n'avait pas du tout préparé les étudiants à utiliser un iPad, et on leur a dit à l'examen, super, vous allez faire une lecture critique d'articles en anglais avec un iPad. Parce que lire un article sur un écran d'iPad, prendre des notes, surligner, changer de page, là c'est vachement compliqué. L'outil, ça peut être une source d'angoisse majeure pour l'étudiant. Pourtant, toi, tu as trouvé que c'était une super idée, ton quiz. Et lui, il se dit, ah ben non, ben, c'est pas du tout ce à quoi je me suis préparé. Moins vous allez être en ligne avec leur stratégie d'apprentissage, plus ça va avoir de l'angoisse. Alors, vous imaginez, plus l'étudiant est performant, plus chaque changement que vous apportez, l'angoisse. Parce que lui, il sait qu'il est bon dans ce que vous demandez d'habitude. Il comprend ce que tu veux. Il est futé. Il est stratégique, il suit, il se dit, oh, toi tu veux ça, toi tu veux ça, toi tu veux ça, toi tu veux ça. Puis là tu dis, oh non, je ne vais plus faire ça. Ça fait 20 heures qu'il se prépare à ça. C'est vachement difficile pour l'étudiant. Autre élément, c'est le sens aux apprentissages. Et je pense que vous l'avez dit dans vos informations, dans vos retours. C'est quoi le sens? Vous avez parlé de contextualisation. Les apprentissages contextualisés, comprendre que ça fait sens dans une diversité de contextes. On n'apprend pas des choses pour apprendre des choses. Si ça ne fait aucun sens, ça va être difficile à mobiliser les étudiants. Et donc, ça, c'est un des moyens que l'innovation peut nous permettre. Donner du sens à nos apprentissages. Parce que donner du sens, c'est favoriser exactement ce que vous avez dit. Les apprentissages à long terme, les apprentissages durables. Ben oui, que le gars, quand il passe la porte, il n'est plus rien retenu, on n'a rien gagné. En fait, c'est pire, parce que le collègue de l'année d'après se dit « Mais qu'est-ce que t'as foutu en classe? Non, mais tu sais, oh là là, ils sont vraiment pas bons. Hein. » Puis toi, tu te dis « Non, ça a bien été. » Je vous donne un petit exemple pour lequel un collègue a complètement transformé sa pédagogie. Il enseignait un cours en psychologie de l'apprentissage à beaucoup d'étudiantes, parce que c'est beaucoup des filles dans le programme où il était, et il traverse les grands courants de la pédagogie. Et puis il récupère les étudiantes en 4e année, il en a quelques-unes, il en a 10 en fait qui supervisent, qui vont en stage. Et donc il les revoit comme tuteurs de stage et ils discutent. Et à un moment donné, il en rencontre une et il m'explique, il lui dit « Ah bah tiens, là t'as pas du tout mobilisé le coup sur les stratégies, sur les courants, alors que ça me semble vraiment intéressant par rapport à l'incident critique que tu rapportes. » Enfin, alors là l'étudiant le regarde, elle dit « Mais de quoi vous parlez ?» Alors il dit « Le cours sur les courants », alors il fait un peu son petit laïus, tu vois. L'étudiante a dit non, je pense pas que j'ai eu ce cours-là. Et lui, il s'en rappelle très bien. Donc il insiste un petit peu. Puis il finit par lui dire c'est moi qui ai donné le cours. En plus, c'est un bon bonhomme, donc d'habitude, les filles s'en rappellent.
Et là, il me dit, elle se recule sur sa chaise, elle me regarde comme ça, puis elle fait, non, votre face me dit rien. Il dit, tu sais, elle m'avait déjà mis un pied dans le cœur, elle a juste, bah, oh, bah, bonne journée, hein, allez-y, je me retiens pas. Et là, il m'a dit, ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, ce que je faisais ne faisait aucun sens pour elle. Il n'y avait pas de transfert, c'était pas contextualisé. Et pourtant, il dit, dans mon souvenir, c'est une bonne étudiante. Il est allé valider ses notes, c'est une étudiante qui avait une très bonne note. Elle se rappelait même pas de lui. Son égo, on a pris un petit coup, je vous rassure. L'autre élément, c'est l'atteinte de ces fameuses cibles et objectifs. Donc, je vous ai mis un exemple parmi d'autres de taxonomie des objectifs. C'est Bloom. On parle de 1956. Celle-là a été révisée quand même en 2001. L'idée, c'était à nouveau pas de lancer un débat sur les compétences, mais de voir que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une complexité en termes de ce que je peux demander aux étudiants. Quand je leur demande des éléments de niveau de connaissance, de répéter de l'information, c'est quand même beaucoup moins complexe que quand je leur demande de produire une synthèse à partir de 3 modèles, de synthétiser quelque chose. Donc on voit bien qu'on a une complexité grandissante dans ce qu'on peut attendre des étudiants. Imaginez un programme qui n'aurait que des éléments, connaître, répéter, savoir, connaître, répéter. Ce serait pas très rassurant. Et vous voyez, comprendre, on est déjà une coche au-dessus. Alors tout à l'heure, vous disiez, moi je ne pourrais rien apprendre sans comprendre. Je peux vous rassurer, il y a plein d'étudiants qui apprennent plein de trucs sans comprendre. Moi-même, le théorème de Pythagore, je l'ai appris pendant 30 ans sans jamais comprendre. Alors je l'ai compris tout récemment. J'ai un collègue qui insiste beaucoup à me l'expliquer. Mais pour moi, ça... Et j'étais capable de te répéter la règle sans aucune compréhension de ce qu'il y avait en arrière. Ça ne faisait aucun sens, des mots, un apprentissage. Mais aucune capacité de transfert d'application, ni même de compréhension. Hein. Je te rassure, moi j'étais vraiment à ce niveau-là, de base. Donc, on va pouvoir travailler aussi en fonction de ce qu'on veut utiliser. On va utiliser l'innovation de manière différente. C'est sûr que si j'ai des éléments de connaissance, innover, c'est peut-être pas toujours la chose la plus pertinente. Mais si je m'en vais à appliquer ou à analyser, là, je peux peut-être faire appel à des transformations pédagogiques un peu plus intéressantes. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de mon cours, je vais moduler finalement mes approches et mes stratégies en vue tout de même de motiver les étudiants. Parce que c'est vrai que c'est pas très agréable quand tu es assis à côté d'une boîte de moules et où tu te dis « Oh là là, c'est quand même longtemps. » Enfin, remarque, moi je connais des profs qui font cours, j'ai un collègue qui a fait cours devant personne. En fait, les étudiants étaient déjà pas nombreux, ils sont tardis pendant, et alors c'est un collègue qui fait cours au tableau comme ça. Donc tu vois, il s'en fout parce que de toute façon il parle au tableau. Et puis il me dit à un moment, je me retourne, et il n'y avait plus personne. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Et il m'a dit, j'ai terminé mon cours. Et puis pendant les 5 dernières minutes, je me suis parlé à moi tout seul, j'étais comme, oh my god, on est rendu là alors. Eh bien écoute, je suis un cours en ligne où il y a des classes virtuelles. Un jour j'arrive en retard, il n'y avait personne. Et le gars, ça faisait 1h30 qu'il se parlait tout seul devant son écran d'ordi. Et là tu te dis, mais quel est l'intérêt? Il me dit, oui, mais comme c'est enregistré. Non, mais, enfin, c'est une blague ou quoi? Donc toi, t'as dit bonjour à tous, bienvenue à ce dernier cours. Moi, je me suis dit, ça se peut pas. Le gars dit, bah oui, je fais le cours. Ok, moi, ma motivation, ça marche pas. Alors, juste pour, quand je vous parle de motivation, mettre un élément de modèle, je vous laisserai les diapos pour les personnes qui s'intéressent, mais il y a une activité, je suis pas motivée ou pas motivée. Es-tu motivé dans la vie? Ça veut rien dire. Motivé par quoi, par qui, comment je peux être très bien motivé pour la mécanique des fluides et pas du tout pour la philosophie, ou inversement. Je peux être très motivé par une activité, aller en entreprise, réaliser des problèmes, et pas du tout par un cours magistral. Ou l'inverse, très motivé par le cours magistral, pas du tout par le travail en équipe. Donc on voit que l'activité est importante. Et en fait, cette activité, Villot, il dit il y a des éléments essentiellement de 3 sources. Quelle est la valeur de ce qui est proposé? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et donc pour une méthode pédagogique, imaginez que je vous dise, ok, on sort tous dehors, Sophie va siphonner une voiture. Par hasard. Quel est l'intérêt de l'activité pédagogique? Déjà, vous allez me dire, mais c'est pas très pédagogique cette activité. Parfois, ce qu'on propose, c'est pas très pédagogique. Suis-je capable de le faire? Moi, je suis nulle en cuisine. Si tu me dis, défi du jour, une charlotte à la fraise. Je vais te dire, oui, mais c'est pas très pédagogique.
ma motivation, je peux dire qu'elle va être basse. Déjà qu'il me faut mon iPhone pour cuire un œuf, j'arrive jamais à me rappeler du temps. C'est quand même exceptionnel. Mais au moins, cet iPhone a une source intéressante à ce point de vue-là. J'aurai aucune motivation. Je ne serai jamais capable d'atteindre ça. Ce n'est pas un défi raisonnable pour moi. Et est-ce que j'ai du contrôle? Si tout m'est imposé, on sait que ça diminue ma motivation. Après, l'imposition, c'est quelque chose qui se manipule. Ben oui, à l'examen, je pose 10 questions, je vous demande de répondre à 8. Tu as du contrôle. C'est quand même moi qui ai choisi les 10. En travail en équipe, vous avez le droit de choisir le sujet, mais je vous en propose 15 parmi le sujet. Mais c'est vous qui allez choisir. Tu as du contrôle. Mais je le garde d'une certaine manière. Après, tu peux complètement éclater. Mais je peux comprendre que pour un enseignant, de temps en temps, garder du contrôle aussi, c'est un moyen de garantir de ne pas se retrouver avec des choses très compliquées. Et ça va permettre à un étudiant de s'engager. On sait que sans motivation, il n'y aura pas d'engagement. Et sans engagement, il n'y aura pas de persévérance. Donc face à une difficulté, un étudiant qui n'est déjà pas engagé, donc pas motivé, ne persévérera pas. Donc on sait que face à une mauvaise note, s'il n'est pas motivé, s'il n'est pas engagé, il a tendance à ne pas persévérer. Et il va mettre en place des stratégies d'apprentissage qui vont favoriser l'échec surprenamment. Et vous voyez, Villon, il dit à la fin, ça peut mener à de l'apprentissage et ou à de la réussite. Ben oui, parce qu'on a tous appris des trucs dans des cours qu'on a probablement échoué, et il y a des cours où on a réussi et où on n'a rien appris. Donc réussite et apprentissage ne vont pas toujours de pair. Ça, c'est ce qu'on aimerait, mais ça se peut qu'on n'arrive pas là. Donc vous avez peut-être des étudiants qui ont échoué, mais qui ont appris énormément de choses. Évidemment, dans une logique où la note prévaut, on se retrouve parfois à vivre un dilemme qui est difficile. Alors, autre raison dans laquelle on peut repenser son enseignement à travers l'innovation, c'est amener les étudiants à collaborer plutôt qu'à compétitionner. La recherche nous démontre d'ailleurs qu'en général, la collaboration va favoriser l'augmentation des notes, dans ce cadre-ci, si on se parle de notation, de tout le groupe, alors que quand ils compétitionnent, l'augmentation est moins importante. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une des hypothèses de danger, c'était de dire « ouais, mais les meilleurs vont finalement en profiter plus ou au contraire ne pas du tout en profiter » et on constate que la courbe évolue pour les deux groupes. Amener les étudiants à être plus autonomes, je dirais, parce que c'est pas facile, cette prise en charge, cette responsabilisation, mais si on la pratique jamais, si on leur propose jamais à un moment donné d'assumer cette responsabilité, ben ça va devenir difficile de le faire. Donc je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens aussi d'aller vers cette idée-là. L'idée quand même que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va amener les étudiants à exercer ces emplois qui n'existent pas. Donc c'est aussi une occasion de les mettre face à des situations de transfert dans des pratiques, dans des choses inimaginables, avec les enjeux et les défis que ça pose. Ben oui, parce que dans le monde professionnel, on n'a pas toujours tout de suite l'ensemble des éléments. On vit avec des acteurs humains qui ne nous donnent pas toujours l'information telle qu'elle est attendue. Tu sais, dans les livres, ça marche toujours bien. Quand tu arrives en classe, c'est un peu plus compliqué. Quand tu arrives dans le monde professionnel, c'est encore plus compliqué. Et donc là, c'est un moyen aussi de se poser la question. Alors évidemment, une fois qu'on s'est dit ça, ben c'est bien. Mais comment on va faire pour atteindre ces éléments-là? Et puis là, ben, je vais vous décevoir, mais il n'y a aucune recette miracle. Je suis désolée. Mais vous avez tenu jusque-là, je vous félicite. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut attirer votre attention. C'est qu'on sait aujourd'hui, par la littérature et par les expérimentations documentées, qu'il y a un certain nombre, malgré tout, de conditions gagnantes qu'on va apparaître. La première chose, c'est que si vous, comme enseignant, vous n'y croyez pas, fondamentalement, c'est-à-dire en croyant au postulat qui est en arrière des choix pédagogiques que vous allez faire, ça ne fonctionne pas. Quand on documente les pratiques qui n'ont pas fonctionné, une partie du temps, on entend des enseignants qui disent « Ouais, mais tu vois, moi j'ai fait de la PP, mais finalement j'ai fait des groupes de 20, puis là, je leur ai en fait tout donné, ils devaient lire un peu ou bien pas lire, après j'ai fait un petit compte rendu, après... » Je dis « Ouais, mais ça c'est pas de la PP, il n'y a plus aucun postulat respecté. » Je dis pas que c'est du magistral, mais c'est pas de la PP. Et donc en fait, quand on documente auprès de pratiques, on voit des gens qui ne croient pas à un certain nombre de postulats, donc ne les mettent pas en place. Donc forcément, ça ne donne pas les résultats escomptés. On a aussi ces fameux enseignants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui portent ce qu'ils ont entendu quelque part et qui l'essayent, un peu dans une logique de trucs et astuces recettes, mais sans fondamentalement y croire. Je vous donne un exemple.
parmi les choses qui peuvent fonctionner assez bien en classe, qui sont des moyens de casser nos rythmes en enseignement magistral, moi je fais des pauses de ce que j'appelle 2 minutes de pause d'apprentissage. Et donc pendant 2 minutes, je dis aux étudiants, vous faites ce que vous voulez. Tu veux téléphoner, tu veux faire du WhatsApp, tu veux faire du Facebook, tu veux dormir, tu veux parler à ton voisin, tu veux te lever, tu veux courir dans l'amphi, tu fais ce que tu veux. Mais il y a 2 règles. 1, tu ne me parles pas, parce que moi aussi j'ai 2 minutes. Et 2, tu ne sors pas. Et 2 minutes après, je récupère le groupe. Après, il y a des techniques pour récupérer le groupe. Moi, une technique que j'emploie beaucoup, c'est par exemple de dire aux étudiants, ok, quand le temps va être fini, je vais simplement lever le bras. Toutes les personnes qui me voient lever le bras vont le faire, on va ramener. Ça permet d'être au calme. C'est sûr que si tu fais en disant, allô, on reprend, ton 2 minutes de pause, il vient d'être tombé. Hein, tu dis, ah non. Ou un chrono qui s'arrête, on recommence. Et ça permet pas mal parce qu'en fait, la prochaine fois que la petite demoiselle, elle regarde son téléphone, je peux gentiment avec humour lui dire « Hey, t'as eu 2 minutes juste avant là. Tu me laisser les 20 prochaines? Après, je te rends à ton téléphone. » Et donc, ça fait en sorte que, ok, bon, ça me permet aussi de capter l'attention sur des zones de travail où tout d'un coup, hop, je dis « On va mettre quelques minutes. » Il y a des enseignants qui me disent « Ah oui, j'ai testé ton truc, mais alors là, en fait, j'ai pas tout à fait 2 minutes, tu vois. J'ai fait 1 minute. » Mais pourquoi tu leur rends annonce 2? Ouais, mais comme je refaisais mes slides pendant... Ouais, mais c'est pas ça. Ouais, et puis il y a un étudiant que j'ai dit, ok, tu peux aller à la salle de bain. Ouais, mais alors là, tu vois, si tu respectes pas les règles que tu te donnes, c'est sûr, ça marchera pas. Vous savez, ce qui est exceptionnel, c'est que parfois, moi, j'enseigne 4 heures. Quand tu fais ça, les étudiants trouvent qu'ils en ont eu tellement des pauses. En fait, ils en ont eu moins que quand je faisais une grosse pause de 30 minutes au milieu. Hein. Parce que maintenant, ils en ont eu une plus courte de 20. Et puis après, j'ai des petites pauses, mais que j'ai beaucoup plus de facilité à rattraper. Donc, au final, c'est moi la gagnante. Mais la manipulation saine leur a donné du contrôle. Acceptez de changer de posture. C'est sûr que si vous avez envie de garder la même posture dans laquelle vous êtes, en vous disant « je vais rester comme je suis », mais mobiliser complètement un autre moyen, ça va être difficile. Forcément, on doit accepter, on va discuter de posture juste après, que on ne va pas faire la même chose que ce qu'on faisait. Ça, c'est pas possible. Sinon là, ça ne va pas fonctionner. Donc ça veut dire accepter de se laisser bousculer aussi. Accepter de sortir de notre zone de confort. On va faire sortir les étudiants, mais nous aussi, on va se retrouver un peu en dehors. Parce que, par exemple, des classiques des enseignants, c'est qu'ils disent « Tu te rends compte, si tout le groupe parle, comment je vais faire pour le récupérer ?» Et je comprends, hein. Parfois, on travaille de groupe pour être allé faire de l'observation dans des classes. Je me souviens d'un enseignant, il tourne dans les travaux de groupe, il arrive dans un groupe, il fait une proposition. Il dit « Ah bah tiens là, avez-vous imaginé blablabla ?» Et là, il y a un étudiant qui se retourne qui dit « Bah là, c'est parce qu'on a déjà parlé de ça, on est plus loin, puis vous n'êtes pas du groupe, alors merci de ne pas donner votre avis. » Le prof, il dit « Ok, je vais aller prendre un café, je crois. » Puis l'étudiant après est venu s'excuser en disant « Écoutez, je m'excuse, je me suis rendu compte après. » Mais il dit « En fait, là, on était dans la dynamique, puis votre intervention, elle a cassé notre dynamique de travail. » Et l'étudiant me dit ouais, c'était peut-être pas délicat. Je dis non, mais le collègue, il a bien pris, il dit, finalement, c'est ça aussi, c'est accepter que je leur donne tout d'un coup une phase de contrôle, et effectivement, c'était peut-être pas adapté d'aller là. L'autre élément, c'est de se laisser déstabiliser, non seulement par les étudiants, mais aussi par la méthode qui va se porter, puis d'accepter de perdre un peu de contrôle nous-mêmes. D'accepter que ça va parfois flotter, d'accepter qu'on va parfois avoir la critique des autres collègues qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Vous savez, de temps en temps, j'ai un collègue qui me dit « Ah, mais t'enseignes pas aujourd'hui ?» Je dis « Pourquoi ? Tu parles pas. » Ok, on en a encore là, alors enseigner égale parler. Ouh, il vaut la peine de faire de la recherche. C'est déstabilisant. Moi, la première fois, je me suis dit « C'est une blague ? C'est pas une blague ?» J'ai un collègue qui est rentré dans mon amphi en disant « Ouh, je croyais qu'il n'y avait pas de prof, ça faisait du bruit. » En plus, il avait raison, j'étais assise en train de chiller, je pense qu'il ne m'a même pas vu au départ. Donc il a dû se dire, hey, c'est vacances. Mais parce que les gens étaient complètement en train de travailler sur une problématique, mais c'est déstabilisant, y compris pour notre communauté. Ça veut dire aussi accepter qu'on puisse améliorer les choses. Moi, je pense que si vous partez de l'idée que vous n'avez rien à améliorer, ben, ça ne marchera pas. Ça, c'est un élément hyper important pour que vous puissiez oser l'innovation. Ça veut dire aussi le climat de confiance. Ben oui, c'est sûr, parce que si vous demandez aux étudiants de s'engager, si vous leur demandez de prendre la parole, si vous leur demandez de répondre à des questions et qu'ils ne se sentent pas
dans cet espace de confiance, ça ne marchera pas. Et vous, vous avez de la chance parce que vous avez quand même des petits groupes. Vous les connaissez par leur nom, donc vous pouvez instaurer ce climat de respect. Et vous savez, le respect, c'est aussi le non-verbal. Tu sais, des fois, quand un étudiant dit un truc et où tu te dis « Oui !» Mais moi aussi, ça m'arrive. Hein. En conférence, je pose une question, puis il y a quelqu'un qui donne une réponse, et je me dis « Qu'est-ce que je vais faire de cette réponse ?» Je réfléchis pendant 10 secondes en souriant. Je me dis « Qu'est-ce que je fais ?» Mais ça fait partie d'eux. Donc il faut être très attentif à ces éléments, y compris le non-verbal, parce que si vous faites sentir à l'étudiant que vraiment ce qu'il vient de faire, c'est n'importe quoi, il ne reviendra pas. Et les autres non plus. Prendre le temps. Ben oui, innover, ça prend du temps. Et ça prend du temps en classe de faire l'actif. Ça va bien plus vite de vous raconter mon message. Mais si on se parle de rétention d'informations, à moyen, long terme, on sait que souvent, ça va être moins porteur. En tout cas, c'est dans la diversité des méthodes. Mais ça veut dire que ça va prendre du temps à planifier, puis ça va prendre du temps en classe. Mettre les gens au travail, leur permettre de construire certains apprentissages, oui, c'est chronophage. Mais on peut se poser la question de la qualité versus la quantité. Oups. Expliquer le comment et le pourquoi. Si vous n'expliquez pas les règles aux étudiants, comment ça va permettre d'atteindre les cibles? Ils vont être extrêmement craintifs. C'est un peu comme une biche qui a vu les phares d'une voiture. À ce moment, tu te dis, qu'est-ce qu'il veut? Ben oui, si ça fait 6 fois que tu les vois, que tu leur as jamais demandé de prendre la parole, et que là, tu te dis, qu'est-ce que vous pensez de la méthode d'analyse que je viens de vous présenter? C'est bien. Personne ne va prendre la parole. C'est extrêmement effrayant. Et en plus, avec une question fermée de ce type-là, tu me vois dire non, moi j'ai trouvé ça mauvais. Vraiment, c'est pas terrible ce que vous nous avez expliqué. Retirez ça pour l'année prochaine. Personne ne va dire ça. Donc ça, c'est le genre de question qui ne sert à rien. Si vous n'expliquez pas pourquoi est-ce que vous attendez des étudiants, ils ne feront pas ce que vous espérez. Leur donner la rétroaction, ben oui, si vous posez des questions, si vous leur faites faire des activités, il faut que vous rebondissiez dessus. Si vous ne faites pas ça, ils vont comprendre que ça ne sert à rien. Tu sais, c'est le concept des lectures à faire à la maison. Vous lirez avant de venir, mais on ne va quand même pas parler des lectures, ou bien vous lirez avant de venir, mais je vais quand même faire un résumé. Quel est le but de lire? Tu vas quand même faire un résumé. Il y a des étudiants qui parviennent à faire toute leur carrière universitaire sans jamais avoir lu un texte. Et là, en master, tout le monde nous dit, mais c'est effrayant. En fait, non, c'est pas effrayant, c'est stratégique. Pourquoi ils iraient lire alors qu'on leur raconte? Si on veut le mettre en place, il faut qu'on donne la rétroaction autour de ça. Et puis, le défi qui est réalisable, je vous en ai parlé tout à l'heure, engageant et qui fasse sens. Alors, pour arriver à ça, il y a quand même l'idée de réfléchir à ces postures. Je peux être, certains temps, plus transmissif, je fais moi-même un certain nombre de choses. Je peux être, comme quand je les mets en application, vous l'avez dit, incitatif, je les incite à faire des choses. Et puis, je peux aller au bout de la posture de l'actif, qui est de mettre en place le contexte où les étudiants vont décider, interagir, devoir faire. Et là, quand je les emmène en projet, par exemple, on est complètement là. C'est eux qui sont libres, il faut qu'ils avancent. Mais je ne suis pas tout le temps l'enseignant actif. Et donc, si je ne le suis pas tout le temps, je ne vais pas tout le temps être l'enseignant transmissif. Et c'est pour ça l'idée de ces postures, en fait, dans laquelle je vais me déplacer en fonction de mes cibles. On revient à l'idée de où est-ce que j'emmène les étudiants. Et ça veut dire, dans cette idée-là, que je vais entrer dans un processus créatif. Parce que quand vous allez séquencer, Bédard et Béchard, ils disent, si on veut vraiment penser l'innovation, il faut qu'on soit dans ce processus itératif. La concevoir, pourquoi je le fais? Quel est le but? Quelle est la valeur ajoutée de ce que je propose? Qui va être engagé? Dans quel contexte? Dans quel cours? C'est qui les acteurs? C'est qui ces étudiants? Première année? Dernière année? C'est quoi les leviers que j'ai déjà? Ou au contraire, les résistances dans mon établissement? Parfois j'ai des résistances, mais j'ai aussi des leviers. On sent que chez vous, il y a un vent de mouvement autour des leviers. Ça veut dire aussi implanter. À quel moment je fais ça? Combien de temps ça prend? Qui joue quel rôle? Ce sont des vraies questions qu'on peut se poser. Comment j'adapte ce que je fais déjà? Et puis évidemment, un moment qui me semble essentiel et qu'on oublie souvent dans nos dispositifs, c'est les évaluer. C'est quoi les retombées de cette transformation pédagogique mise en place et comment je l'adapte pour l'année suivante? Si je ne fais pas ça, je pense qu'on va passer à côté de quelque chose. Et cette étape-là, elle est souvent oubliée. On fait plein de choses, mais on se pose peu de questions. Et donc, on se dit c'est bien ou c'est pas bien, mais on ne sait pas à partir de quels critères et indicateurs. Et ça, pour moi, c'est problématique. Parce qu'en fait, ce que ça amène,
c'est ce que j'appelle le retour en arrière parfois. Et je crois que pour l'éviter, il y a quand même quelques éléments clés, et c'est là-dessus que j'aimerais finir, si vous me le permettez. L'idée, pour moi, c'est que vous restiez critique. Je pense que c'est essentiel que vous vous posiez la question avant de prendre une des stratégies que vous allez entendre aujourd'hui. Ça fait partie des éléments que vous pouvez construire, mais ce sont des idées parmi d'autres. Ça veut dire aussi, quelle est la plus-value de cette innovation que vous pourriez mettre en place? Si l'idée c'est que ça ne change rien, on y perd quelque chose. Parce que le but, c'est de démontrer en quoi finalement choisir cette stratégie-là est plus pertinente que ce que vous faisiez auparavant. Donc il y a une vraie réflexion. On n'est pas juste dans une simple substitution d'un truc par rapport à l'autre, mais où est-ce que vous voulez emmener vos étudiants une coche plus loin? Être réaliste dans notre contexte institutionnel, on en vit tous des contextes. Ben oui, parfois, moi aussi je rêve d'avoir 2000 clickers achetés par mon institution, mais ça n'arrivera jamais. C'est bien beau de rêver, mais quel est l'intérêt? Il y a quand même des choses qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Et donc ça veut dire que parfois on a envie de plus, mais on se confronte à la réalité. Moi je démarre toujours avec Sky is the limit, et puis après, je m'adapte, parce que ça fait partie de la game. Dans tous les milieux, on va parler d'adaptation. Ça veut dire aussi accepter les questionnements que ça va amener en termes d'enjeux, de légitimité, de crédibilité, auprès de vos étudiants, auprès de vos collègues. C'est vrai que parfois, on se sent un peu mis sur la sellette quand on fait pas comme les autres, et c'est pas toujours facile, notamment pour les jeunes collègues. Entrer dans un groupe d'appartenance, c'est aussi te fondre dans la masse. Tu sais, comme l'ado qui a surtout pas envie d'être différent des autres. Pitié, être ado puis être différent des autres, c'est la pire chose. Ben, les jeunes enseignants, c'est parfois ça. Ils ne veulent surtout pas se faire remarquer. Et donc parfois, les établissements me disent, c'est quand même incroyable, les collègues plus expérimentés osent plus que les collègues jeunes. Mais c'est sûr, parce que les collègues plus expérimentés, leur question de légitimité, elle est réglée. Des fois, leur question de leur recherche, elle est réglée. Leur crédibilité, ils ne se posent plus cette question-là. Donc ils sont complètement libres, et ils sont complètement prêts à te dire tout haut, en fait, ça fait 20 ans que je fais des trucs qui ne fonctionnent pas, puis là, j'aimerais faire les 10 dernières années avec des trucs qui fonctionnent. Et ça, c'est intéressant. Et je peux vous assurer que je rencontre des enseignants et enseignants-chercheurs à 2 ans de la retraite qui me disent « Non, mais moi, j'ai envie de changer quelque chose parce que je ne veux pas partir déprimé à la retraite. Je veux partir heureux de la fin de mon parcours. » Souvenez-vous de mon interrogation du début. Vivre les temps de manière itérative, concevoir, implanter, évaluer, ça fait partie de la game, ça ne se découpe pas comme un petit morceau. D'une séquence à l'autre, avec les étudiants, vous allez changer des choses, évidemment. Vous allez forcément vous adapter. Quand il y a une alerte incendie, ben, ton activité, elle tombe à l'eau. Il faut retrouver des solutions, il faut un plan B. Ça fait partie de la game de l'innovation. Évaluer non seulement le processus, le produit final avec les étudiants, mais aussi le processus dans lequel ça s'est passé. Comprendre le groupe. C'est parfois tu prévois une activité qui marche super bien avec un groupe et qui se ramasse complètement avec un autre. Et tu te dis, bah, c'est quand même étrange. Mais parfois, moi pour l'avoir vécu, il n'y avait pas du tout de leader dans le deuxième groupe. Et donc, comme j'avais prévu toute une activité autour de controverses, ça marchait pas un tout, personne n'était contre ni pour. À la première question, ils ont réussi à tenir 2 minutes 47 avant que quelqu'un réponde à ma question. Je vous assure que c'est long, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit pendant 2 minutes 47 pour certains. Ils ont regardé leurs chaussures, ils ont testé plein de trucs, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise « Mais vous n'allez jamais continuer à parler ?» Bien, en cours de divination, tu aurais eu la note de passage. Alors maintenant, c'était... il n'y avait aucun leader, ni positif, ni négatif, donc aucun débat. J'avais mal évalué le groupe pour proposer cette activité. Éviter les trop petits compromis. Ça, parfois, quand je vous parlais de l'innovation comme un processus collectif, ben, on fait des compromis. Mais trop de compromis, finalement, nous ramènent parfois encore plus en arrière que la situation initiale. On a dépassé le stade de la réforme, tu vois, on est complètement au retour au Moyen-Âge. Le petit compromis, c'est parfois dangereux. Ah oui, tu sais, en APP, ben, normalement c'est 12, mais on va faire un groupe de 18 pour une fois. Ouais. Alors normalement, on travaille sur des problèmes, on va retirer cet élément-là. Et en fait, de petit compromis en petit compromis, on dénature complètement ce qu'on propose. Et ça, c'est dangereux. Parce que là, non seulement on ne va pas se mettre en moyen de mobiliser de l'innovation, mais pire, souvent, on va créer une frustration de gens qui se disent bah, c'est encore pire qu'avant. Donc ceux qui avaient envie d'avancer ne sont pas contents parce qu'on est loin d'avoir avancé, et ceux qui voulaient reculer ne sont pas contents parce qu'après tout, on a quand même reculé, puis eux, ils étaient bien où ils étaient. Donc finalement, c'est une frustration collective.
Pensez aussi à la relève. Ça, c'est un élément qu'on oublie souvent. La relève, c'est si vous partez, qu'est-ce qui va rester après vous? Et c'est le danger parfois de nos leaders pédagogiques. Hein. Ils sont porteurs, ils sont motivés, les gens les reconnaissent, ils ont une légitimité dans l'établissement. Mais quand ils partent, on sent bien que le souffle les retombe. En fait, la collectivité ne sait pas approprier ses transformations, ses idées, ses propositions. Et le danger aussi, c'est qu'on finisse par avoir des collègues qui disent « Ah oui, ça c'est le truc à Jean-Pierre, mais moi je ne suis pas capable de faire ça. » Et ça déresponsabilise complètement l'enseignant qui se dit « C'est pas de la faute, c'est pas que je veux pas, mais c'est que lui il est tellement top que non. » Et ça, c'est un sacré danger pour moi. Parce que ça veut dire par contre qu'il faut qu'on reconnaisse les besoins de formation. Offrir un accompagnement, et je pense que c'est tout l'intérêt des services, vous en avez un à l'IUT, c'est d'être capable aussi de se dire, ben moi, je sais peut-être pas comment je dois faire ça, mais je sais que j'ai plus envie de faire comme avant, puis j'ai des vraies questions. Il y a des choses que je veux transformer, il y a des choses que je veux penser, alors je vais essayer des choses, peut-être que c'est pas encore allé jusqu'à l'innovation, mais c'est déjà penser une transformation. Et c'est pour ça que parfois les gens saisissent du numérique en se disant, ah, je vais faire du numérique, ça va m'aider. Et parfois la problématique, elle n'est pas du tout là. On va parler de transfert de connaissances, comment j'amène les étudiants à ça, comment je les amène à des aspects de compréhension, comment je travaille leur stratégie de l'apprentissage. Il y a plein d'éléments, mais la problématique, elle est souvent beaucoup moins claire que notre première impression. Et en ce sens-là, quelqu'un d'externe, qui va vous poser aussi des questions naïves au sens positif du terme, ben oui, moi quand je n'ai pas de physique, je pose à mes collègues de physique des questions et ils me disent « Aïe, je sais pas, je me suis jamais posé cette question-là, tout le monde le fait. » Mais justement, moi, je peux me permettre de la poser parce que je ne viens pas de cette culture disciplinaire. Et il est là tout l'enjeu de l'accompagnement. C'est aussi de se dire que c'est un premier collectif. Avec un accompagnateur, avec un autre collègue, le collectif, c'est un vrai levier de transformation. C'est un levier d'emmerdement, parfois, parce qu'on est obligé d'en discuter. Mais parfois, ça fait du bien quand tu es fatigué de porter le ballon. Tu sais qu'il y a un autre collègue qui, de temps en temps, le prenne un peu, ce ballon, puis dise « Bah oui, moi, je vais faire avancer un peu, là. » On va aller sur le terrain. Vous voyez, moi je regarde beaucoup le football américain, donc j'ai une bonne image de ce ballon qui se passe par l'arrière. Et je pense que c'est vraiment un essentiel. Parce qu'après tout, innover, c'est un pas à la fois avec ces vagues. Je crois que vous allez les vivre, quoi qu'il arrive. Ce moment fabuleux où tu te dis que tu viens de trouver le Graal, tu connais la méthode parfaite, ça y est, tu as ta solution, tu as confiance, tu sais que ça va être bien, tu as préparé, tu es en maîtrise. Et puis ce moment où tu doutes. Tu sais, ce moment où tu dis, mais ça ne marchera pas, mais pourquoi ils font ça? Mais c'est pas ça que je leur ai demandé, mais on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais non! Et tu arrives là. Ce point critique, la vallée de la mort, où tu te dis, jamais j'y arriverai. Ça, c'est vraiment une idée à la con. Je ne sais pas qui m'a motivé pour aller faire ça, mais tu as vraiment envie de repartir en arrière et te dire, non, mais on va s'arrêter là. Et puis quand tu es capable de continuer ton chemin puis te dire « Oh, ben c'est pas si pire, c'est vrai qu'il y a des adaptations, c'est vrai que j'ai dû changer des trucs, c'est vrai que ça n'a pas marché comme sur le papier, parce qu'évidemment, il y a eu des événements, mais tu finis par reprendre confiance, et conscience aussi parfois, puis être satisfait. Cette satisfaction de te dire « J'ai peut-être pas été aussi loin que ce que j'aurais voulu, mais après tout, c'est pas si mal que ça. » Et vous savez, parfois, le danger pour la satisfaction, c'est l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. Surprenamment, surtout quand vous allez innover, les premières fois, les évaluations de l'enseignement ne sont pas bonnes. Et souvent, c'est parce que les étudiants n'ont pas compris, ils sont déstabilisés. Et donc, ils se disent, non mais c'est quoi cette idée? C'était bien avant, là. 1, on ne devait pas vraiment travailler. 2, tous les autres profs, ils ne nous demandent pas ça. Elles nous demandent 40 heures de travail. Et parfois, ça vaut 2 points. C'est sûr que c'est pas très... Mais quand on est capable de dépasser ça et d'avoir expliqué aux étudiants pourquoi on les emmène là, on peut atteindre une certaine satisfaction et retrouver ce plaisir d'enseigner et d'apprendre. Et moi, c'est ça que je vous souhaite, puis c'est ça que je leur souhaite. Puis je vous souhaite une bien belle journée. Merci. Merci Christelle, en fait, pour cette conférence dynamique, pleine d'humour et riche en exemples. Et on va passer maintenant au moment des questions-réponses. Donc je pense que vous avez certainement des petites choses à demander à Christelle, parce qu'elle nous a quand même montré... Ou si pas, vivez-le bien, vous n'êtes pas imposé. Voilà, moi j'ai un petit truc si vous voulez pour débloquer. Alors, peut-être que...
C'est sur la diapo 11. La diapo 11. Ça, c'est vraiment un truc de prof, ouais. Alors, à la diapo 11. Ok. La diapo 11. Attends, j'y reviens. Parce que je ne les connais pas par cœur. Oui. C'était juste pour dire que nous, à l'IT, on a. Je pense qu'on doit aussi être homo economicus aussi. Ah oui, oui. Mais ça, c'est un point commun que nous avons, alors. L'homo economicus. Voilà, et qu'on a aussi la sphère des entreprises et de l'industrie avec laquelle on doit s'accorder. C'est vrai. C'est un élément qui complexifie aussi la situation parce que les besoins, les attentes ne sont pas toujours identiques. Et avec parfois une espèce de primauté aussi où les étudiants se disent « Ouais, mais c'est quand même l'entreprise qui a raison ». Et parfois, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont une vision assez limitée de l'entreprise, ils l'ont testée, ou alors ils ont une vision assez, j'oserais dire, d'hérédité, tu sais, dans le sens où je vais forcément aller travailler là, puis j'irai jamais plus loin, puis j'ai pas besoin des cours d'anglais, parce que faire de la RH à cet endroit-là, il n'y a pas besoin d'anglais. Or, c'est pas tout à fait ça. Je pense que l'idée de la vision de l'entreprise, elle devient intéressante, notamment sur les questions d'évaluation. À nouveau, je n'ouvrirai pas le débat sur la question des compétences, mais si on discute compétences avec les entreprises, on n'a pas toujours le même discours que quand on en discute avec les enseignants, avec une certaine déstabilisation, parfois des enseignants qui se disent « Où sont mes savoirs ?» Et ce n'est pas toujours tout à fait ça que l'entreprise veut dire, parce que la majorité du temps, elles sont plutôt contentes d'ailleurs, en termes de savoir de ce qui est proposé par les établissements. C'est pas là, je dirais, qu'il y a la fracture, mais vous avez tout à fait raison, c'est un bon retour. Imaginez le fil, il est encore plus mince. Là, peut-être que j'enlèverai l'élastique des talons aiguilles. Oui, il ne reste plus que ce petit point. Ce que tu dis, mais personne ne marche avec ça. Il y en a quand même. Hein. D'autres choses que vous voulez partager? Je vais être là midi aussi si vous avez besoin que ça macère. Avec un verre de vin. Avec la chaleur. Merci en tout cas. Merci.